Cet après-midi, Daniel, j'aimerais parler des omnis. On commence à parler des omnis. Pas des ovnis, mais des omnis. Les médecins? L'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence. Je vais parler de l'omnipratie. Non, pas ceux-là. Peut-être dans le troisième. OK, omniprésence, omnipotence et omniscience. Quelle est la source première de l'omniscience? L'omniscience, c'est la faculté de savoir tout ce qui peut se savoir, c'est-à-dire que l'omniscience, c'est la capacité d'englober dans sa conscience toute la conscience. Omniscience. Traduit dans le langage de l'homme par les systèmes planétaires reliés à l'évolution des mondes foi comme l'est notre monde, on peut appeler cela connaissance, et c'est coloré du point de vue mémoriel, et on peut appeler cela savoir. Mais omniscience, en réalité, est une omniconscience, c'est-à-dire que c'est la faculté d'être conscient partout là où il y a de la conscience, finalement, dans tout ce qui est créé et dans tout ce qui n'est pas créé. Parce que l'omniscience créationnelle se limite aux limites même de la création, mais quand on parle de l'omniscience totale, cela veut dire que cela englobe et l'extra-créationnalité et l'intra-créationnalité. L'omnipotence, c'est la capacité de pouvoir tout faire. Quand on dit tout faire, cela veut dire être capable de créer, même si tu n'as pas la conscience. Mais on pourra voir par la suite si l'omnipotence est possible sans l'omniscience. Omnipotence veut dire être capable de tout faire. Cela veut dire que le phénomène omnipotent et la création est omnipotente. Il n'y a pas d'être dans la création qui, présentement, est omnipotent, mais la création est omnipotente. Alors, elle peut gérer des soleils, elle pourrait faire apparaître des soleils qui auraient des milliards d'années-lumière de diamètre. Ce n'est pas logique, alors ce n'est pas fait, mais c'est faisable. Et l'omnipotence, c'est donc la faculté de tout faire ce qui entre dans l'imagination de l'homme et de tout faire ce qui est totalement exclu des capacités imaginatives de l'homme. Autrement dit, tout ce que tu peux imaginer, c'est faisable, mais ta capacité d'imaginer est peut-être 1/1000e des capacités d'omnipotence possibles. L'omnipotence, l'omniscience et l'autre omni, il y en a plus que 3. On va dire qu'on va parler de ces trois-là pour débuter. Donc la troisième, c'est l'omniprésence. L'omniprésence, c'est celle de la Bible. Parce qu'il y a d'autres omnis. Or, l'omniprésence, c'est la faculté qui se rapproche de l'omniscience, c'est-à-dire que c'est la capacité, disons qu'il y a presque, c'est parce qu'il manque des omnis, il y a presque une échelle de croissance au niveau des omnis. Alors, il y a l'individu ou la conscience qui, premièrement, devient présente à travers tout ce qui est consciemment là, sans nécessairement avoir la conscience de sa présence, et on appellera cela l'omniprésence. Donc, c'est présent partout, mais ça ne le sait pas nécessairement. D'une certaine façon, l'homme est omniprésent, parce que la structure formique de l'homme, la structure qui délimite sa forme, crée une limitation à la conscience de l'omniprésence. On croit être ici, mais en réalité, on est partout. Sauf que notre limite formique fait qu'on paramètre une forme et on la considère comme étant le tout, alors on va dire « je suis ici ». L'omniprésence apparaît en premier dans une sphère de conscientisation, et il y a une omniprésence galactique, une omniprésence universelle, une omniprésence super-universelle, une omniprésence créationnelle, et par la suite, il y aura une omniprésence tout court. Lorsque l'être humain devient supramental, il développe une omniprésence du point de vue mental. Par la suite, il va développer une omniscience, donc une omniconscience du point de vue mental, et par la suite, il va développer une omnipotence du point de vue mental. Lorsque l'être humain continue son ascension, il développe une omniprésence du point de vue supramental, alors il aura un double éthérique, il aura donc une présence énergétique dans le monde supramental, mais il ne le saura pas encore. Il aura encore une conscience planétaire. Lorsque cela est fait, lorsque l'omnipotence supramentale est posée, l'omniprésence supramentale est posée, il y aura l'omniscience supramentale où l'être humain va commencer à développer la conscience des phénomènes supramentaux, c'est-à-dire qu'il va maintenant se voir révéler dans sa conscience le fait qu'il est déjà là. Par la suite, dans le phénomène supramental, lorsque l'être humain continue son ascension, il va développer dans le contexte supramental l'omnipotence qui va lui permettre maintenant d'agir en fonction des limitations des plans supramentaux, donc il pourra tout faire en fonction nécessairement des limites supramentales. Lorsque cela est fait, l'homme va par la suite passer à une omniprésence au niveau du plan bouddhique, et une omniconscience au niveau du plan bouddhique, et une omnipotence au niveau du plan bouddhique, et ainsi de suite jusqu'au plan divin. Juste brièvement, tantôt je t'ai dit non, là, mais quels sont les autres omnis importants? Bon, premièrement, il n'y a pas d'importance, il y a d'utile.
Il y a là. Il y a quoi? Des choses qui sont là. L'omni là? Non. L'être humain considère toujours la limitation d'une trilogie en fonction de sa présence, de sa conscience et de son pouvoir. Mais il y a aussi dans les omnis des conditions qui pourraient s'appeler, ce sont des omnis négatives, des omnis inverses, pas négatives mais inverses. Parce qu'il y a aussi dans la structure créationnelle et incréationnalisée du monde, donc des choses, il y a dans toute cette phénoménologie les antipodes. Ce ne sont pas des dualités, ce sont des concepts que l'être humain verra comme dualité, mais dans l'expression phonique, ils paraîtront comme étant inverses. Alors tu auras, disons, l'anti-omniscience, où il n'y a aucune conscience, mais cette aucune conscience fait partie des sphères qui permettent à la conscience d'exister, mais ce n'est pas une dualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lutte dans les omnis, comme on va retrouver dans les systèmes actuels où on aura le chaud et le froid, et l'un tente d'équilibrer l'autre. Le système, disons, omni-inconscient n'est pas un système qui tend à refroidir l'omni-conscience. Il y a le système où il n'y a pas d'endroit, un système d'omni-imprésence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de présence, il n'y a foutrement rien, et ce n'est pas en guerre d'équilibre avec l'omniprésence que nous connaissons. Et il y a aussi un autre omni qui va être l'omni anti-pouvoir, c'est-à-dire une totalité de structure où rien ne se peut. Et quand je dis une totalité de structure où rien ne se peut, cela veut dire qu'il n'y a pas de mouvement, qu'il n'y a pas de déplacement, qu'il n'y a pas d'action et qu'il n'y a aucune réaction. Il n'y a rien. Ces omnis font partie des structures qui sont absolument inaccessibles à l'homme, et c'est pourquoi la théologie intuitive parle exclusivement des omnis dans le sens omniscience, potence et présence, alors que les omnis inverses sont totalement inaccessibles à la conscience, à la structure conscientisée de l'homme actuellement, et elles ne feront pas partie de la structure humaine, jamais. Où est la source de ces trois omnis principaux? Bon, les omnis dans le sens exprimé, donc on a les omnipotence, présence et science, celles que j'ai parlé dans le début. Où est la source? C'est une bonne question. Pour comprendre la réponse, on doit commencer par arriver à conceptualiser l'idée même que la perception que nous avons de l'univers est une perception qui est exclusivement galactique, universelle, mais qui ne peut dépasser le cadre de l'universel. La conceptualisation que nous avons du monde présentement au niveau des diamètres, 15,5 milliards d'années de diamètre pour notre univers, et la conception que nous avons du monde dans le sens, par exemple, tu regardes au microscope une goutte d'eau, dans la goutte d'eau tu vois des atomes, te concentrant sur un atome tu vois un système planétaire, te concentrant sur une particule subatomique tu vois des nuages, te concentrant sur cette particule tu vois des maisons, te concentrant sur une maison tu vois un gars assis sur une chaise à regarder dans un microscope et tu vois que c'est toi. Cela fait partie de la mécanicité qui permet à l'humain de considérer son univers comme étant fini, mais comme n'ayant aucune limite. Et cela fait encore partie de ce qu'Albert Einstein avait dit: si tu lances un objet droit devant toi et que l'objet ne se détourne pas et va en ligne droite et ne frappe aucun obstacle, après 15,5 milliards d'années, l'objet va te revenir derrière la tête. Parce qu'il n'aura jamais trouvé de limite, même si l'univers est fini. Cette conception est totalement vraie, ainsi que si l'on considère, par exemple, que la vitesse de la lumière est de près de 300 000 km à la seconde, ce qui est totalement faux. La lumière voyage beaucoup plus rapidement que 299 792,5 km à la seconde, donc en arrondissant 300 000 km à la seconde. La lumière voyage énormément de fois plus rapidement que cela, mais la structure de notre univers oblige les vitesses à une limite qui va être 300 000 km à la seconde. C'est pourquoi la lumière ne peut, dans l'apparence, accélérer ou aller plus vite que 300 000 km à la seconde. Par contre, si on prend un faisceau lumineux et qu'on l'envoie dans une direction à, disons, 300 000 km à la seconde, si c'est une lumière électrique et qu'on l'allume et qu'elle circule dans cette direction-là, le faisceau qui va dans l'autre direction, si la lumière, la lampe de poche va à 300 000 km à la seconde par là-bas, cela veut dire que le faisceau de protons qui va sortir de la lumière devrait commencer là où il a commencé l'éclairage, mais il ne devrait pas pouvoir être projeté. Pourquoi? Parce que la lumière est reculée à 300 000 km à la seconde. Sauf que lorsque l'on fait des tests, par exemple, sur les voies ferrées ou dans des avions de chasse qui vont à peine à la vitesse d'une tortue, lorsque notre lampe de poche qui va dans cette direction à 300 000 km à la seconde, si on allume la lumière, le photonique va se diriger à 300 000 km à la seconde dans l'autre direction.
Cela veut dire que notre lumière vient d'atteindre 600 000 km à la seconde. On comprend l'idée? Un peu, oui. Bon. Enfin, si tu voyages par là-bas à 20 000 à l'heure et tu lances quelque chose à 20 000 à l'heure, la chose va tomber là. Si tu la lances à 40 000 à l'heure, elle pourra aussi avancer. Exactement comme un avion de chasse. S'il tire un missile qui va à la même vitesse que lui, le missile va rester au-dessus de l'avion. Il faut qu'il tire un missile qui va plus vite. Mais si l'avion recule, le missile, quand il va le lancer, la vitesse du missile ne sera pas additionnée à la vitesse de l'avion. Les deux allant dans la même direction. Mais la vitesse du missile devra être soustraite de la vitesse de recul de l'avion. Alors, si je lance une balle à 20 000 à l'heure, elle va à 20 000 à l'heure. Si je cours déjà à 20 000 à l'heure et que je la lance, je lance à 40 000 à l'heure. Mais si je cours à reculons à 20 000 à l'heure, quand on l'a lancée, elle va simplement rester là où je l'ai lâchée. Et moi, je vais reculer par rapport à la balle. Alors, si ta vitesse de lumière, quand tu recules ta lampe de poche à 300 000 km à la seconde, si tu l'allumes, la lumière devrait rester là et étirer le faisceau vers la flashlight, la lampe de poche. Mais dans la réalité des choses, la lumière va se projeter là-bas. Donc, elle va à 100 000 km à la seconde. Mais si tu considères que le faisceau lumineux, relativement à lui, tu auras encore 300 000 km à la seconde. Ça dépend de ton point de départ. Oui, mais en réalité, cela veut dire que la vitesse de la lumière n'est pas 300 000 km à la seconde, mais qu'elle est limitée à 300 000 km à la seconde dans notre continuum. Toute la structure de l'univers, telle que vue par Albert Einstein et telle que perçue par les astrophysiciens et les astronomes, pas des astrologues, ceux qui ne voient que leur nombril, je parle des astronomes, cet univers est un univers qui considère la création à partir d'un continuum qui est fini, mais qui n'a pas de limite. Okay. Minute, je continue. On parle d'omniprésence, d'omnipotence. Où est la source? Telle est la question. Quand l'être humain atteint une sphère supramentale, dans son évolution de conscience, atteignant une sphère supramentale, il reste relativement assujetti à la limite de déplacement de notre continuum. Donc, sa rapidité de réflexion sera limitée, est très limité à une vitesse qui est arrondie à 300 000 km à la seconde. Cela veut dire que présentement, toi, ton système cérébral fonctionne à peu près à 100 mètres seconde. Ça veut dire que dans ton cerveau, ça voyage les réflexions 100 mètres à la seconde. Moi, je te dis que lorsque l'être humain devient supramental, donc lorsqu'il a un double éthérique qui est en fusion avec lui, son système de réflexion atteint non pas 100 mètres à la seconde, mais 300 000 mètres à la seconde, donc 300 000 kilomètres à la seconde. Cela veut dire que tu réfléchis 300 000 fois plus rapidement, ou presque, 300 000 multiplié par 100 fois plus rapidement que tu réfléchis actuellement. Alors, du point de vue de l'humain conventionnel, cela paraît de l'instantanéité instantanée. L'humain n'arrive pas à comprendre comment tu peux arriver à cela. C'est ce qui va permettre à ton système de logistique de pouvoir engendrer une conscience qui pourra englober, par exemple, tout le système planétaire en même temps. Ce n'est pas en même temps, c'est réparti sur un 10 millionième de seconde, mais tu connais la position de tout ce qui existe dans le monde planétaire en dedans d'un 10 millionième de seconde, ce qui pour l'être humain devient de l'instantanéité. Lorsque l'être humain a une fusion avec son double éthérique, il a accès donc aussi à la structure galactique et il a accès aussi à la structure universelle par les transports séraphiques, c'est-à-dire par la prolongation de l'énergie éthérique de son double éthérique qui va créer des canaux permettant à sa conscience de voyager d'un monde à un autre. Mais jusque-là, l'être humain reste limité dans un continuum 300 000 km à la seconde et il reste limité dans un continuum qu'il ne peut pas sortir. Lorsque la conscience de l'homme, dans ce phénomène-là, veut sortir du monde, aller dans le plan bouddhique, par exemple, aller dans le plan divin, il arrive quelque part et il revient dedans. Pourquoi? Parce que la structure telle qu'a été créé notre univers, on ne peut pas s'en sortir. Nous ne voyageons pas suffisamment rapidement pour pouvoir atteindre un état de conscience qui serait une omniscience, une omniconscience, une omnipotence et une omniprésence qui serait digne du plan bouddhique, c'est-à-dire du plan super universel. Donc, lorsque nous considérons la source même de l'omnipotence, de l'omniscience, cela vient d'une région qui s'appelle un super univers et dont la vitesse limite est extrêmement au-delà de 300 000 km à la seconde, mais l'être humain, lui, présentement, tel qu'il est structuré, ne pourra jamais échapper à la structure supramentale, c'est-à-dire que l'être humain ne pourra pas avoir accès d'une façon consciente, l'être humain n'aura jamais accès à l'omniscience bouddhique, à l'omnipotence bouddhique et à l'omniprésence bouddhique, tant qu'il restera assujetti à une évolution chronométrique 300 000 km à la seconde. J'explique un petit peu mieux. Lorsque tu prends un objet et que tu le lances dans l'univers, ton objet s'en va. Lance-le à la vitesse que tu voudras, il viendra à un moment donné où il s'appuiera sur la limite conceptuelle de notre monde, 300 000 km à la seconde. En admettant qu'on puisse lancer à la vitesse de la lumière un vaisseau spatial, après 15 milliards et demi, 15 milliards 500 millions d'années standards, il va revenir à la Terre. Il va revenir à son point de départ.
quelle que soit la direction où tu lances ton vaisseau spatial, s'il va en ligne droite, il reviendra après 15 milliards 500 millions d'années. Maintenant, si tu le lances en ligne courbe, il ne reviendra pas, mais après des milliards et des centaines de milliards d'années, il aura parcouru toute la sphère, mais de toute façon, il ne pourra pas s'en échapper. Alors, la conscience de l'homme n'y échappera pas non plus. La conscience de l'homme limitée à 10 mètres secondes, dans un cerveau régulier, à 300 000 km à la seconde, la conscience de l'homme n'a pas encore la rapidité suffisante pour échapper aux contraintes limitatives du monde, du monde universel dans lequel nous sommes figés. Alors, lorsque l'être humain pose la question d'où vient la source de l'omniscience, omniprésente, omnipotente de notre structure universelle, on doit imaginer l'univers, notre univers, qui contient des milliards de galaxies, notre univers comme étant une sphère où lorsque tu arrives à la limite de la sphère, immédiatement en même temps que tu arrives à la limite de la sphère, tu es ici à l'autre bout pour revenir dedans la sphère. Tu ne peux y échapper. À l'extérieur de ça, il y a une rapidité qui peut se mesurer, disons, à 300 000 années-lumière à la seconde, si on veut mettre un mot, qui, elle, engendre une phénoménologie qui englobe totalement notre univers. Et étant donné que notre univers est un univers qui n'a pas de limite, mais qui est fini, cela veut dire que le bord de l'univers se trouve partout. Cela veut dire que présentement, moi, je peux considérer que le bord de l'univers est à côté de moi. Donc, si je traverse là, immédiatement, je me ramasse à l'opposé de l'univers, qui est exactement ce qui est visible ici. Autrement dit, que lorsque je regarde là-bas, c'est exactement comme j'étais placé à 15,5 milliards d'années par là-bas, je voyais la même chose. Mais tu peux aussi, toi, dire que le bord de l'univers est à côté de toi, et que le reste, c'est l'univers. C'est facile, où je suis? Je ne suis pas au centre de l'univers. Sauf si je veux, alors j'aurai 7 milliards d'années par là-bas, 7 milliards d'années-lumière par là-bas en distance. Mais je peux être sur le bord et avoir 15 milliards d'années par là-bas. Bon, lorsque nous parlons de cette source d'omniscience, omnipotence, omniprésence dans la structure universelle, nous devons considérer notre univers comme étant un univers dont le centre se trouve là où le centre se trouve. C'est-à-dire que le centre se trouve là où l'homme, où la conscience de l'homme veut bien le placer. Donc, il y a autant de centres qu'il y a de conscience, c'est-à-dire qu'en réalité... Je t'excuse. Je t'interromps ici, là, parce que ce que moi j'aimerais, si on regarde ça d'une autre façon, Daniel, on y reviendra à ce que c'est que tu en arrivais. Là. On va y revenir. Disons que l'homme et ses niveaux de conscience sont à l'extérieur. Essaie de les tenir à l'extérieur de la question dont que je vais continuer à te poser. Au niveau de l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence. Mettons pas l'homme avec ses niveaux de conscience en relativité avec ça. Si on regarde un grain de sable, l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence sont potentiellement contenus dedans. Oui, mais potentiellement contenu dedans, on sait ce que ça veut dire. OK. Un tas de marde, c'est potentiellement une pomme. Mais j'ai jamais mangé une pomme. C'est évident. Partant de ce point-là, en oubliant les niveaux de conscience de l'homme par rapport à l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence, la source de ces trois omnis est où? Elle est dans notre univers ou à l'extérieur de l'univers? À l'extérieur de l'univers. Est-ce que c'est au centre source qu'elle est? On appelle cela centre-source pour permettre à des structures spirituelles humaines d'arriver à se sécuriser dans une idée plus vaste. Le centre-source n'existe pas. La source existe et elle n'a pas de centre. Alors, lorsque l'on dit que le centre-source n'a aucune coordonnée géospatiale, spatio-temporelle, cela veut dire que dans le temps, il n'a pas de coordonnées, donc il est nulle part, partout. Et dans l'espace, il n'a pas de coordonnées, donc elle est nulle part ou partout. Cela revient à continuer donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que si tu envisages l'univers comme étant ce qu'il est, cela veut nécessairement dire que le centre se trouve n'importe où. Donc, la source même qui amène l'omniscience, omniprésence, omniconscience dans ton grain de sable se trouve exactement dans ton grain de sable, mais dans un monde bouddhique parallèle qui fait en sorte que le grain de sable ne pourra jamais avoir conscience ou ne pourra jamais se servir de l'omniscience qui l'habite, parce que finalement, ça habite la même coordonnée illusoire sans habiter la même expression. OK. Mais c'est partout en même temps. C'est partout. Dans notre univers. C'est partout, donc on n'est pas obligé de mettre en même temps. C'est partout. OK. Bon. OK. Si on regarde l'univers comme ça. Si on envisage Si l'univers. on envisage l'univers de cette façon-là, tout en oubliant encore l'homme et ses plans face à l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence. Là, on regarde le grain de sable.
maintenant, si on regarde toute la planète Terre, disons qu'on oublie les autres, On regarde le grain de autres sable. astres, on regarde la même chose que le grain de sable. Cette omniscience, omnipotence, omniprésence se manifeste dans l'intelligence d'un arbre, parce qu'il y a énormément d'intelligence dans l'arbre. Pas une intelligence active, mais il y a une intelligence. L'arbre, c'est la graine qui... Non, c'est faux. Il n'y a pas d'intelligence dans l'arbre, mais il y a de l'intelligence dans la même structure spatio-temporelle que l'arbre. Donc, il y a de l'intelligence à la même place et en même temps que l'arbre, mais pas dans l'arbre. OK, pas dans l'arbre, mais disons que c'est de... Mais si tu ôtes l'arbre, il restera l'intelligence, qui va nous faire penser qu'elle est dans l'arbre. Oui, mais l'arbre, ne le sait pas. Si l'arbre existe, c'est parce qu'il y a l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence qui travaillent intelligemment Pas le choix. pour l'arbre. Pour Travailler que l'arbre intelligemment, puisse c'est exister. diplomatique. Travail tout court. On dit intelligent parce que c'est eux autres qui le font. Oui. L'intelligence est paramétrée par ce qu'ils font. C'est ce qui permet à l'arbre d'être là. Oui. OK? Puis lorsque, si on ramène l'homme, puis qu'il étudie l'arbre, il voit, plus qu'il va l'étudier, plus qu'il va voir l'intelligence qu'il y a à travers tout ce système. Oui. Bon. Maintenant, si on revient à un autre niveau, la matière physique, terre, roche, disons les minéraux, on peut la comparer au grain de sable. Maintenant, l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence, on vient de voir que dans l'arbre, c'est ça qui permet à l'arbre d'être. Non. À l'arbre c'est-à-dire d'être devenu un arbre. Non plus. C'est pas l'intelligence qui a permis à la graine, pas la graine, qu'est-ce que c'est qu'il faut pousser un arbre? Un grain. Une graine. OK. Un gland. Alors, qu'est-ce que c'est de plus que ça a pris l'étincelle ou quoi de plus pour que l'arbre existe? L'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence ne crée pas des arbres. Elle habite. Bon. On parle de monde parallèle souvent. Alors, J'en arrivais au monde parallèle. oui, on parle de monde parallèle. Je vais t'en donner un monde parallèle qui est extrêmement intéressant. En même temps qu'existe notre création, en même temps, n'existe pas notre création. Oui, parce que c'est ça qui lui permet d'exister. Non, ça c'est intéressant. Non, c'est beau, mais c'est pas vrai. Alors, il y a une trame qu'on peut appeler l'extracréationnalité. Ça n'existe pas. Ce n'est pas là. Mais c'est ça qui nous a engendrés. Et ça n'existe pas parce qu'il n'a pas de temps. Donc, il n'a pas le temps d'exister. Ce n'est pas là parce qu'il n'y a pas de matière. La matière n'ayant pas le temps d'exister. Et on sait que la matière est une quantité de temps. Le temps est une quantité de matière. Là-bas, il n'y a ni temps ni matière. Ça n'existe pas. Ce n'est pas là. Et c'est pas là qu'on va. Mais c'est là qu'on va. Dans pas là. Cette chose qui n'existe pas, donc qui n'a pas de limite, qui n'est pas finie, qui n'a jamais connu de début, qui ne connaîtra jamais de fin par le simple fait qu'elle n'est pas là, cette chose paramètre un bouillon de culture qui s'appelle la création. En même temps, dans le même espace, présentement dans ce verre d'eau, il n'y a rien. Et parallèlement à ce vide, il y a de l'eau. Je ne tiens rien dans ma main. Parallèlement à ce vide, il y a un verre. C'est un monde parallèle. Ce ne sont pas des mondes parallèles absolument style Kettel, le monde de la mort, puis les mondes extraterrestres, puis les mondes de forme de conscience, etc., ou le monde des esprits. Alors, il y a maintenant cette création. À travers la création, il y a d'autres mondes parallèles qui se juxtaposent les uns aux autres et qui ne peuvent être reliés que par de la conscience. L'arbre ne connaît ni l'omniprésence, ni l'omnipotence, ni l'omniscience parce qu'il n'a pas de conscience. Donc, ces mondes parallèles sont totalement inexistentiels par rapport à l'arbre, alors que l'arbre existe pour l'omniscience n'existe pas pour l'arbre. Alors que l'arbre existe pour l'homme n'existe pas pour l'arbre. Maintenant, il faut faire attention. À l'instant, l'arbre n'a pas toujours existé. Quand on compte des histoires comme, par exemple, dans l'Antiquité, il y a de cela quelques millions d'années, sinon des milliards d'années, la végétation est apparue avant l'homme, avant les animaux. C'est faux, les animaux sont apparus avant les plantes. Pour pouvoir donner une raison d'être aux plantes. C'est-à-dire que la plante n'existe que s'il y a de la conscience pour la paramétrer, mais la plante n'a pas la conscience d'avoir de conscience.
Alors, lorsque nous parlons de monde parallèle, lorsque nous parlons encore de l'omniprésence dans la plante, il n'y a pas de l'intelligence pour gérer la gestion d'une plante. Il y a de l'intelligence pour gérer la gestion organique d'un arbre. Mais il n'y a pas d'omniscience, d'omnipotence, d'omniprésence pour l'arbre. Donc, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pour l'arbre, il n'y en a pas. Il n'y en a donc pas. Mais l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence, si tu le retires, il va-tu avoir un arbre? Ah ben oui. Mais une chose certaine, c'est que la question ne se pose pas, parce que finalement, tu ne peux pas la retirer. Mais effectivement, il y aurait quand même un arbre. Si tu retires l'intelligence, il n'y aura plus d'arbre. Même s'il y a de l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence. Pas d'intelligence, il n'y aura plus d'arbre. L'intelligence, c'est ce que c'est l'intelligence. C'est un canal entre l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence et les phénomènes de la matière. C'est ce qui relie le tout. C'est ce qui permet à l'un d'être existentiel par rapport à un autre, sans nécessairement s'interpénétrer, sans nécessairement se connaître. Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils utilisent ces trois omnis comme véhicule? Non, l'inverse. Les trois omnis utilisent l'arbre comme véhicule. Dans l'intelligence, pardon. L'intelligence utilise les trois omnis et utilise l'arbre. Mais l'intelligence est créée par la friction entre l'arbre et les trois omnis. Mais l'arbre ne dépend pas des trois omnis. Non. OK, ça va. Maintenant, si on prenait... C'est un petit peu complexe, là. Mais... OK. Peux-tu me répéter encore comment est-ce que l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence véhiculées, c'est-à-dire qui véhiculent l'intelligence, permettent en la nature de créer un arbre? Bon. Il y a donc dans cette sphère de création qu'on appelle notre univers une condition thermique, une condition de chaleur, qu'on peut appeler énergétique, mais c'est plutôt une condition de chaleur. Une condition thermique, une enveloppe, une barrière thermique, qui décompose toute structure qui s'y approche pour la restructurer là d'où elle vient, à l'opposé. Cela veut dire que lorsque l'être humain arrive à la limite, il arrive toujours à la limite de son univers en fonction de son point de départ. Cela veut dire que quel que soit l'endroit spatial dans l'univers où tu vas partir, ça te prendra quand même 15,5 milliards d'années pour revenir. Cette barrière thermique, elle est une espèce d'enveloppe, je dessine un peu les choses, et lorsque tu vis au niveau du plan bouddhique, où tu vas découvrir une limitation d'omni, donc omniscience, omnipotence, omniprésence, qui n'est pas en référence avec les mêmes omnis au niveau du plan divin, mais on parle d'un omni plus puissant que l'autre. Lorsque celui-ci, paramètre qui contourne notre univers, mais encore une fois, il faut bien comprendre que l'univers qu'il contourne est le tien, et il contourne le mien, parce que mon centre n'est pas le même centre que le tien. Alors, on ne peut pas penser que dans un univers contourné, il y a toutes les planètes, toutes les galaxies, tous les humains. Pourquoi? Bon, alors, disons qu'il ne contourne que le tien, ton univers. Dans ton univers, il y aura l'image du reste. Mais dans leur univers, tu feras partie de l'image du leur. Autrement dit, toi, tu es à côté, le dos sur la limite de ton univers, mais chaque être humain est à côté sur le dos de la limite de l'univers aussi. Donc, ils sont tous à la même place que toi. C'est pourquoi ce sont des fois des univers parallèles. Maintenant, toi, parlons juste de ton univers dans lequel tu visualises les autres et tout ce qui existe dedans, et même ce que tu ne connais pas encore. Étant donné que tu es à côté dedans, tu es à côté sur la limite. Lorsque les omnis bouddhiques ont une tendance à... Ils sont un monde parallèle, donc ils interpénètrent totalement ton système universel, disons, supramental et galactique. Et lorsqu'ils pénètrent à l'intérieur, ils vont pénétrer à l'intérieur. Je pourrais expliquer pourquoi, mais pour l'instant, on répond à la question. Lorsqu'ils pénètrent à l'intérieur, ils pénètrent toujours par l'intérieur d'un centre source, mais ce centre source est relatif à chaque individu. Il est toujours à côté de l'oreille gauche d'un être humain, quel que soit l'humain. Donc, lorsqu'il pénètre ici à l'intérieur, dans ce centre source, il prend de cette barrière thermique et il la pousse à l'intérieur. Cette barrière thermique qui pénètre à l'intérieur a une vibration donc extrêmement plus puissante, et ça devient un canal. Ce canal-là, on l'appelle énergie supramentale en ce qui concerne la pénétration. On parle d'intelligence plutôt, qui est une forme de l'énergie supramentale de l'intelligence, mais l'intelligence, ça peut être paramétré par d'autres conditions. Alors, on parle donc d'intelligence. Cela crée un continuum d'intelligence qui amène de la structure thermique extérieure à notre univers une condition intra-universelle poussée par une condition extra-universelle que tu appelles les omnis,
Et cela pénètre à l'intérieur de ce continuum de monde, et les omnis pénétrés à l'intérieur engendrent une condition intelligente qui vont permettre la création, la logifération, la croissance de structures reliées à ce monde, en l'occurrence au niveau de notre planète. Autrement dit, chaque fois qu'un arbre pousse, on pourrait, spirituellement, disons coloré, on pourrait dire que lorsqu'un arbre pousse, il y a de l'omni qui une région donnée dans un monde refroidi, parce que ça prend un laps de temps avant d'arriver ici sous forme d'arbre, ça doit se refroidir de plus en plus. La barrière thermique va s'adapter à ce qui a déjà été densifié dans les mondes refroidis. Donc, c'est-à-dire que la barrière thermique ne pourra pas créer un arbre s'il n'y a pas d'arbre. Elle ne pourra créer un arbre que si elle s'adapte à d'autres limitations de barrière thermique, en l'occurrence qui viennent du passé, en l'occurrence une graine, en l'occurrence un samar d'érable ou des choses comme ça. Donc, l'omnipotence arrive comme cela. Elle permet un certain support, mais c'est l'intelligence qui va gérer la structuration de l'énergie organique, atomique, etc., pour bâtir un arbre. C'est-à-dire, si je comprends bien, qu'il y a une relation directe avec ce point-là, si on le prend comme tu viens de mentionner, d'un point de vue spirituel, avec le centre-source. Oui, mais je te donne un exemple très clair, ça n'est pas long. Tu prends une marionnette en guenille. C'est l'homme. L'omni, la main, pénètre à l'intérieur et monte la marionnette. Et maintenant, tu vois la forme de la marionnette. Et ne parlons pas de ce qui l'anime. Et là, on va dire crime, mais l'omni est dans l'homme, c'est vrai. Mais la guenille, il ne peut pas servir de la main. Il n'y a rien à faire. Alors, l'omni, toutes les omnis, c'est là, effectivement. Mais ça n'a rien à foutre avec ce qui est là. OK. Maintenant, ce que je voudrais en arriver, Daniel, c'est voir les différents niveaux vibratoires qu'il y a entre ces omnis. Au niveau minéraux, végétal, animal, pour ensuite aller vers l'homme ou aller vers les plans parallèles. C'est pour ça que je veux en arriver à ça. Voir de quelle façon est-ce que c'est relié, de quelle façon le véhicule est utilisé pour agir en fonction de faire ce que c'est qui a à être fait, et pour de façon à nous permettre, nous, les hommes, avec nos différents plans de conscience, d'imager et d'essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne exactement pour voir les autres plans. L'arbre, c'est facile à voir, on l'a étudié depuis des années. Bon, mais ce qu'on a étudié, on n'a rien compris. Non, mais c'est plus facile, vu qu'on est habitué avec notre œil et dans nos sens, que de parler du plan astral, par exemple, qui a une relation directe dans les omnis avec ce qui nous constitue. Bon. C'est énorme, en fait, question. Oui, il va falloir t'en poser plusieurs. J'explique à quoi je voulais en arriver. Une question pour 4 heures, après ça, tu vas maintenant... Justement, pour te donner une idée pourquoi est-ce que j'ai posé ces questions-là en premier. Premièrement, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'être humain tel qu'il est construit, et je dis cela, et puis quand il y aura des questions, on pourra élaborer un peu plus, parce que c'est bon quand même que l'être humain panique pas mes structures des questions, plutôt. Alors, je laisse passer des bribes de phénomènes expérimentaux à l'intérieur des arbres, mais ça libère des questions. Si ça engendre encore des stress, bien, ça va les purifier. Premièrement, la structure conceptuelle de l'homme, la structure de l'homme telle qu'il est conçu présentement, est une structure qui élimine totalement l'homme, l'humanité, de la possibilité de pénétrer une extra-conscience à jamais. C'est-à-dire que si l'on considère l'homme du point de vue cosmique, du point de vue, disons même, suprauniversel, lorsque l'on considère le règne de l'homme, on prend conscience que le règne de l'homme est finalitaire, c'est-à-dire que le règne de l'homme n'est pas un règne qui est éternel. C'est-à-dire que l'être humain va vivre une structure évolutive qui va lui permettre de cheminer pendant un laps de temps cosmique à travers des structures de réchauffement, après être passé par des structures de densification qu'on appelle des effusions. Et lentement, l'homme, qui est un être volitif, donc évolutionnaire, pendant un laps de temps, va continuer à augmenter son schéma de conscience, son schéma de potence et son schéma de présence. Mais l'être humain est un être finalitaire, en ce sens que l'être humain verra un obstacle majeur se pointer devant lui à un moment donné, et l'être humain pourra considérer qu'il vient d'atteindre le summum de ce qui est attribuable à l'être humain. Donc, on peut exclure du règne de l'homme la capacité omnipotence, omniscience et omniprésence supra-universelle, ainsi que créationnelle. C'est-à-dire que l'on pourrait considérer l'être humain comme étant un être qui serait réduit à atteindre qu'un état supra-grandiose d'évolution, mais que l'être humain, le règne humain, n'a pas été créé et n'est pas agencé de façon à pouvoir, à un moment donné de son système d'évolution, traverser toutes les sphères des mondes créés, des mondes créationnels, et d'aller chercher la régence totale de la création. Cela ne s'adresse pas à l'homme.
Alors, on pourrait donc juxtaposer ce que je viens de dire avec différentes choses qui ont déjà été dites dans certains livres plutôt bizarres, que l'être humain, toujours ayant un rôle finalitaire, n'est pas appelé à devenir Dieu, mais est appelé à devenir, spirituellement, pour prendre des correspondances, archange. Certains peuvent devenir Melchisédek, et ça peut s'arrêter là à travers certaines autres formes de hiérarchie aussi, qui peuvent être appelées. Donc, l'homme resterait un serviteur de hauts phénomènes qui, eux, conservent en eux les omnis. Première chose. Si je comprends bien, l'homme ne saura jamais l'omniscience, l'omniprésence ou l'omnipotence. Exact. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se servira pas de ces trois omnis. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'en servira pas. Le véhicule d'intelligence. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'en servira pas, mais on peut quand même affirmer qu'effectivement, il ne s'en servira pas. Parce que ça n'a pas été fait comme ça. Ah oui, il ne s'en servira pas, l'homme. L'homme ne pourra pas s'en servir. C'est un véhicule. L'homme est exclusivement un véhicule. Donc, l'homme n'est pas un maître. Je parle de l'humanité. Ce n'est pas un maître. C'est un véhicule extraordinaire. C'est un maître du point de vue du monde astral. C'est un maître du point de vue du monde mental. Ça deviendra même un maître complice du point de vue du monde supramental. Mais là, on commence à approcher des hauts fonds qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, la structure de l'homme ne souffrira plus comme aujourd'hui, parce que je dis que l'homme ne deviendra pas un dieu du point de vue créationnel. Il y a des égaux dans la salle qui se sentent frustrés, des égaux qui ne sont pas ici, qui écoutent et qui se sentent frustrés. Mais l'homme peut toujours avoir le summum, le maximum. L'homme est un véhicule, je l'ai dit souvent, je l'ai dit d'une façon occulte, mais je l'ai quand même dit, là, je le dis un peu plus clairement. L'être humain est un véhicule qui sert à recevoir de l'intelligence, et à un niveau complice, c'est-à-dire au niveau du plan supramental, il y aura donc une fusion entre une bilocation de conscience, entre une omniconscience supramentale, qui va être engendrée par la négoïsation de l'âme de l'homme, mais quand même qui va être créée à travers de l'énergie supramentale, c'est-à-dire que les contingences supramentales vont se servir d'un moule qu'on appelle l'âme pure de l'homme pour engendrer un double corporel qui va être adapté à la structure évolutionnaire des mondes dans lesquels nous sommes placés, et qui par la suite, totalement supramental, va se rapprocher du corps de l'âme et de l'âme pure de l'âme, une âme sans égaux, sans mémoire volatile, et ce phénomène-là qu'on appelle le double éthérique, qui ne sera qu'une copie de nous autres mêmes, mais bâti avec de la matière supramentale et terrifié avec de l'intelligence supramentale et non pas humaine, va s'associer à nous. Cela va engendrer une espèce de conscience complice entre la conscience de l'âme et la conscience du plan galactique supramental, engendrant ce qu'on appelle aussi une biconscience temporaire, qui va finir par devenir une conscience galactique et planétaire, ce qu'on appelle l'homme nouveau. Maintenant, à partir de ce moment donné, l'être humain atteint un plafond du point de vue de l'évolution de conscience. L'humain ne peut pas dépasser cette structuration de conscience. Il peut avoir un contact avec le plan bouddhique, mais il ne créera pas un double bouddhique avec lequel les sphères supramentalo-planétaires vont se fusionner un jour. Il ne créera pas un double divin avec lesquels les sphères bouddhico-supramentalo-planétaires vont se fusionner un jour. Voilà. C'est une chose. Okay, à ce moment-là, l'homme, c'est-à-dire le centre source, utilise les trois omnis pour les différents plans, ainsi que l'homme qui est un support, afin de le faire évoluer pour utiliser plus d'intelligence. C'est un support qui utilise, pas qui utilise, l'homme est un support afin que l'intelligence, avec l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence, puisse s'exercer sur la planète Terre. Si on regarde... Bon, alors il y a effectivement cette structure où l'omni, les omnis, l'un dans l'autre, parce que un omni engendre un omni inférieur, qui engendre un omni inférieur, qui engendre des conditions intentionnelles inférieures, qui engendre des conditions d'attraction inférieures, qui engendre des conditions intelligentes inférieures. Et ces mécanismes d'intelligence inférieure qu'on appelle l'intelligence supramentale doivent maintenant pénétrer des conditions encore plus refroidies, donc elles engendreront des mécanismes mentaux inférieurs, elles engendreront des mécanismes astrales supérieurs et inférieurs, des mécanismes vitaux supérieurs et inférieurs, et finalement des mécanismes atomiques, donc matériels. La structuration fait en sorte que les omnis, l'un dans l'autre, à travers les contextes intentionnels et à travers les contextes attractifs qu'on appelle l'amour, mais le terme est un peu faux, coloré du moins émotivement, et à travers la structure supramentale, cela engendre des correspondances dans les mondes refroidis, en l'occurrence les mondes densifiés comme le nôtre, et nécessairement, on va donc bâtir véhicule sur véhicule. Le véhicule matériel est là pour supporter l'intelligence vitale. Le véhicule vital est là pour supporter l'intelligence astrale. Le véhicule astral est là pour supporter l'intelligence mentale. Le véhicule mental est là pour supporter l'intelligence supramentale.
Le véhicule supramental est là pour supporter de l'intelligence bouddhique. Le véhicule bouddhique est là pour supporter de l'intelligence divine. Et ces trois niveaux d'intelligence sont là pour supporter un omni, qui va être en premier, comme tout à l'heure on l'a vu, un omni de présence. Par la suite, cela va servir de véhicule pour supporter un omni de conscience, qui par la suite va supporter un omni de potentialité, c'est-à-dire de pouvoir, de puissance. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'encore une fois, quand tu dis l'intelligence se sert de ceci ou de cela, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y manque énormément d'éléments à travers cette structure créationnelle, c'est-à-dire que les forces qui font partie de la création sont absolument ignorantes des conditions omni qui prévalent à l'extérieur de la création. Il y a une relation entre l'omni et ce qui est créé, mais il n'y a pas de relation entre ce qui est créé et l'omni. Et c'est le même phénomène que l'on va retrouver. Il y a une condition qui permet une relation entre l'intelligence et l'homme, mais dans la majorité des cas, il n'y a pas de condition qui permette le travail de relation entre l'homme et l'intelligence. Donc, l'intelligence peut manipuler l'homme, mais l'homme n'a pas la faculté de répondre à l'intelligence ou de la manipuler. Et c'est l'étape actuelle de l'humanité. C'est-à-dire que l'intelligence manipule l'astral manipule l'homme ne manipule pas l'astral ne peut pas manipuler l'intelligence. Évidemment, le travail structurel de l'homme, c'est d'arriver à agglomérer dans une structure géotemporelle, c'est-à-dire que dans une structure spatio-temporelle, donc dans un corps limité dans un temps particulier, de réunir ensemble des conditions qui prévalent sous tous ces mondes parallèles, donc d'arriver à allier ensemble la structure atomique du corps, la structure vitale animatrice du corps, la structure amique qui va être intentionnalisatrice du corps du point de vue des structures mémorielles, et la structure mentale logifératrice, pour ensuite donner ce véhicule qui sera finalement fusionné entre lui-même à une contingence extraterrestre, donc extraplanétaire, qui fait maintenant partie des structures universelles, en l'occurrence la structure galactique, donc supramentale, et bouddhique. Par la suite, on ira placer nos cheveux au niveau d'un contact divin, et au-delà de cela, l'homme ne peut pas pénétrer. Comme tu viens de mentionner, aux différents niveaux, il y a une relation lorsque ça va être fusionné, c'est-à-dire que tu n'as pas mentionné... Une relation non réciproque. Non réciproque, mais elle existe présentement, la relation, avant que la fusion s'opère. Il y a une relation de haut en bas, mais pas de bas en haut. OK. Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement comprendre le contraire du bas? Posons la question, y a-t-il quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Après ça, on verra. Je t'ai posé la question prenant pour acquis qu'il y a quelque chose à faire. Exact. Alors tu reposes la question. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour... Ma question n'est pas correcte. Je sais. Ayant établi qu'il y a une relation de haut en bas... Et aucune relation de bas en haut. Selon ce que tu as mentionné. Mais indirectement, il faut qu'il y ait une relation. Tu peux remonter vers il y a une relation de bas en haut dans la structure des conséquences. OK. Alors, mais il n'y a pas de relation dans la structure de conscience. Alors l'autre est en potentiel. Le potentiel, ça c'est un mot très intéressant. Alors je te l'ai dit, je préfère manger une pomme que manger du potentiel. Ouais. Tu vas à un automobile, le gars dit je suis potentiellement millionnaire. J'ai déjà fait ça, moi j'ai voulu acheter des billets de loterie. Et la fille elle m'a dit tenez, celui-là c'est un billet gagnant. Parfait, je le paye pas tout de suite, je vais gagner puis je vais venir te le payer après. Elle n'a pas voulu. Le potentiel. Non. Il y a une communication dans la conscience de haut vers le bas. Il y a une communication dans la conséquence du bas vers le haut. Il n'y a aucune communication dans la conscience du bas vers le haut. Aucune communication veut dire quoi? Aucune communication veut dire aucune relation. Aucune relation, aucune vie entre les deux. Il n'y a aucun contact. Aucun contact. Il n'y a aucun contact dans la conscience densifiée vers les consciences réveillées, mais il y a des contacts de la conscience réveillée vers la conscience densifiée. Voilà, je vais t'expliquer facilement, vous allez comprendre très facilement. Lorsque Dieu décide que tu as la grippe, tu as la grippe. Mais tant que tu as la grippe, Dieu le sait. Alors, lui, par l'intelligence, te donne la grippe, la conséquence, il sait. Il y a une relation de conséquentialité du bas vers le haut. Dieu, maintenant, sait que tu as la grippe. Et si tu en meurs, ben Dieu a voulu que tu meurs. L'intelligence te dirige. Maintenant, toi, tu décides, là, je ne veux plus avoir la grippe. Lui, il n'entend pas pantoute. Il n'y a aucune relation entre ta conscience et la tienne. Il y a une relation dans les conséquences des actes, des paliers sur lesquels tu as placé les choses. C'est comme si tu prends un paquet de petites billes qui t'attachent avec une corde. Je suis l'intelligence, je prends la première bille, je la lâche. Elle frappe celle-là, la dernière décolle. Ça fait comme ça. Bon. Moi, j'ai une conscience et il y a une relation de conscience, j'engendre une action. Maintenant, lui, elle monte en haut, elle frappe et elle vient me dire que ça a marché. Ça, c'est une relation de conséquence. Mais elle dit, veux-tu arrêter la première là-bas? Je ne le saurai jamais, moi, la regarder marcher.
OK. Alors moi, donc, l'intelligence peut te diriger. Toi, tu peux éternuer et l'intelligence saura que ça a marché, mais tu ne peux pas rien lui demander, rien lui dire, rien lui faire faire. Que si on prend pour acquis ce que tu viens de dire, hein, que ça descend de haut en bas, Dieu descend dans l'homme pour lui dire c'est-à-dire pour lui donner la grippe, après ça, il apprend qu'il a la grippe. Comment expliquer que les initiés qui sont dans un corps physique ont accès à une omniscience? Ils n'ont pas accès à une omniscience. Comment peuvent-ils savoir les choses qui se passent sur la planète quand ils ne sont pas à cet endroit-là? Ils ont accès à un tas de choses. À un tas de choses. Un tas d'informations. À un tas d'informations, pas à l'omniscience. Ce n'est pas le véhicule qui est utilisé n'est pas de l'omniscience. Non. Comment l'appellerais-tu? De la connaissance. Et au maximum, si c'est instantané, j'appellerais ça de la science. Qui est des termes qui veut dire savoir. Donc, un savoir. Mais ce n'est pas un omni-savoir, c'est un savoir. Ils font référence aux annales akashiques planétaires. Mais demande-leur qu'est-ce qui se passe sur Betelgeuse, ils ne peuvent pas te le dire. C'est pas de l'omniscience. C'est-à-dire que ce qu'on a établi tantôt, que l'omniscience est à différents niveaux vibratoires, n'est pas le véhicule qui est utilisé pour qu'un humain dans un corps physique ait accès. C'est l'intelligence, le véhicule. Que ce soit nazarien ou qui que ce soit, ne s'est pas servi de l'omniscience pour faire les choses qu'il a. Même le nazaréen, en tant qu'humain, n'avait aucun accès aux omnis. Et c'est d'ailleurs pourquoi le nazaréen a dû cesser d'être un nazaréen. Alors il a relégué la partie humaine qu'il avait structurée, qui lui avait permis d'aller chercher un contact avec les phénomènes supramentaux, et le phénomène bouddhique, il l'a relégué sur la croix. Et lui a procédé d'une autre façon. Alors, on parle des effusions michaéliennes, alors nécessairement, le Christ lui-même n'était pas un humain. N'étant pas un humain, il ne peut pas être limité par les structures qui limitent l'homme. Mais devenant un homme du point de vue de la biologie, nécessairement, il devenait limité par la structure qui limite l'homme. Alors, il a accompli sur le plan planétaire le maximum et le summum que l'homme peut accomplir, sauf que par la suite, il a laissé à la structure humaine, il a remis à l'homme ce qui était à l'homme, et il a remis à Dieu ce qui était à Dieu. Lui. Quel est le rôle de l'atome dans l'omniprésence, l'omniscience, l'omnipotence? Il n'y a pas de rôle. Quelle est la relation? La relation, elle est que l'atome apparaît parce qu'il y a une plissure au niveau de la barrière thermique engendrée par une pression faite par un omni extérieur. Et ça crée l'atome. Les premières frictions entre la barrière thermique et l'extraréactionnalité, entre autres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre monde, notre galaxie est dans un continuum où, à l'extérieur de galaxie, il y a l'extraréactionnalité. Mais en même temps, à l'extérieur de notre galaxie, en monde parallèle, il y a notre univers. L'univers est sans limite, mais fini. Et à l'extérieur de l'univers, il y a l'extraréactionnalité. Mais en monde parallèle, en superposition, il y a le super-univers. L'homme peut traverser l'univers, le super-univers, finalement la création, mais il peut simplement sortir de sa maison et être dans l'extraréactionnalité. C'est là, en monde parallèle. Lorsque l'être humain... Bon, j'ai dit que l'être humain ne pouvait pas échapper à la condition limitatrice de 300 000 km à la seconde du point de vue de la vibration de sa conscience. Cela veut dire que plus l'être humain est petit, plus sa conscience peut être grande. Ça va de soi. Et c'est pourquoi l'être humain n'est pas bâti à la grandeur du Soleil. C'est pourquoi l'être humain habite une petite planète, et sur la planète, l'être humain ressemble à un microbe, et la planète elle-même, comparativement au Soleil, ressemble à un grain de sable. Et bien souvent, les soleils qui paramètrent des planètes sont des petits soleils, ce ne sont pas des grands soleils. Parce que plus la conscience chez plus l'être humain est petit, plus sa conscience peut être grande. C'est logique. 300 000 km à la seconde dans un espace immense, eh bien, avant qu'une information parvienne à l'autre bout de l'espace, c'est là. Mais si on te donne une tête qui mesure à peu près 8 pouces par 6 pouces, à 300 000 km à la seconde, l'information chemine là-dedans, bien rendue par bien souvent. Donc, plus l'être humain est bâti dans une structure corporelle petite, nécessairement, plus sa conscience sera grande. Oh, je parle au niveau du système cérébral. Tu peux mesurer 6 pieds, mais le cerveau restera le même. L'être humain, bien souvent, parce qu'il oppose la grandeur de son corps physique à la grandeur d'un volcan, il se voit minable. Mais le volcan n'a pas de conscience. L'être humain a de la conscience. Et c'est son cerveau qui détermine la conscience, il n'a pas la grandeur de ses mains ou la grandeur de ses jambes.
Or, nécessairement, pour que cela puisse se faire, ça nécessitait une structuration matérielle extrêmement limitée pour pouvoir engendrer dans la structure de conscience de l'homme une conscience à 300 000 km à la seconde qui lui permettrait d'avoir accès à une conscience, disons, supra-universelle. L'être humain, dans sa conscience galactique, peut comprendre le super-univers, même s'il n'y a pas accès du point de vue de régence. L'être humain, dans sa conscience, peut comprendre même le phénomène créationnel, même s'il n'a pas accès à la régence. Il n'a pas la puissance, il aura la conscience de ces phénomènes. Mais il n'aura pas le potentiel, il n'aura pas de l'omniscience réelle, c'est-à-dire qu'il ne sera pas étendu dans l'espace à travers toute la création. Mais la création, mesurant, disons, des dizaines de milliards d'années-lumière, nécessairement pour qu'une information passe d'un point à un autre, ça voyage plus rapidement. Mais l'être humain étant limité à une structure de 300 000 km à la seconde, et étant donné qu'il est limité dans une boîte crânienne de 6 pouces par 6 pouces par 6 pouces, eh bien, il a la faculté, grâce à sa limitation de vitesse, il augmente, si tu aimes mieux, la vitesse de conscience en diminuant la distance. Exactement comme si j'envoie un courrier à cheval, Montréal-Québec, ça prend 3 jours. Mais si Québec, je l'amène à côté de ma porte, le même courrier prend 2 heures. Alors finalement, je n'ai pas diminué la vitesse, je n'ai pas augmenté la vitesse, mais diminuant la distance, j'augmente les résultats. Dans la conscience de l'homme, c'est ce qui arrive. On a un cerveau extrêmement petit, on est extrêmement minuscule, même microscopique. Mais on a la même vitesse que ce qui est grandiosement construit ici. Ce qui nous donne une conversion de conscience qui est extrêmement proliférante. Maintenant, au niveau du potentiel omni, l'être humain est bloqué. Bloqué à cette limitation de la matière. Et à un moment donné, l'être humain aura une conscience atomique. 300 000 km à la seconde dans un paramètre qui s'appelle l'atome, ça augmentera la conscience de l'homme. Mais elle restera limitée à la vitesse et à l'espace. Est-ce qu'il y a une évolution dans les omnis? Il y a une évolution dans les omnis. Est-ce qu'il y a une évolution dans les omnis? Oui, puis non, ça dépend de ce qu'on entend par évolution. Il n'y a pas d'évolution structurée et volutrice comme l'homme, la vie présentement. Ce n'est pas une évolution d'accroissement de conscience. Est-ce qu'il y a des degrés vibratoires? Oui, mais est-ce qu'un degré vibratoire tend à rejoindre un autre degré vibratoire? Non. D'où le fait qu'il n'y a pas d'évolution comme nous le concevons. Est-ce que les omnis sont contenus dans la lumière? Non, la lumière, c'est contenu dans les données. La lumière, c'est ce qui se déplace à la plus grande vitesse dans la limite de notre conscience. Alors, c'est pourquoi nous parlons de la lumière, mais la lumière n'existe absolument pas entre les univers des super-univers. La lumière, c'est banal, la lumière, c'est extrêmement limité. La lumière, on l'adore, pourquoi? Parce que quand on parle de lumière, nécessairement, on parle de ce qui amène de la clarté. Et cette lumière-là n'existe pas à l'extérieur. Pour que la lumière, prenons juste l'exemple du soleil. Le soleil, sa lumière n'a aucune puissance, elle n'est pas réfléchie par la lumière. Alors, si la lumière éclaire un vide noir, tu ne verras rien. Il faut qu'il y ait un objet pour que tu vois qu'il y a de la lumière et qu'il y a un objet. À l'extérieur de ce super univers, la lumière, c'est une très force. La lumière, c'est comme une Lada, c'est comme un Volkswagen, c'est pas bon. Ça voyage lentement. Je parle des vieilles coccinelles. Ça voyage lentement. Ça n'a rien à voir. La lumière, c'est spirituel. C'est-à-dire que la lumière, c'est le maximum, c'est le summum de conceptualisation spirituelle que l'homme est parvenu à établir en contact avec les sphères qu'il le perçoit, mais qu'il ne peut pas comprendre. Alors, on limite tout à la lumière. Premièrement, parce que la lumière, elle éclairait, donc elle sécurisait l'ego dans l'Antiquité, alors que l'absence de lumière était le noir. Dans le noir, tu avais peur des fantômes, tu avais peur de ce que tu voyais pas. Alors que lorsque la lumière arrivait, lorsque la lanterne s'allumait, etc., ça donnait de la clarté, ça te permettait de te frapper les tibias sur les meubles, ça te permettait de voir ta femme et de ne pas avoir peur, ça te permettait de te promener dans la maison, c'était très intéressant. Au niveau de la projection spirituelle, lentement la lumière est devenue la conscience, de la clarté de conscience, où tu voyais le bien et le mal, où tu voyais le bon et le mauvais Dieu, où tu voyais le bon et le mauvais humain. Et lorsque l'on parle que la lumière va devenir matière, c'est déjà réglé. Il suffit de prendre la matière et la fissurer, on a de la lumière en masse. Mais au-delà des concepts humains, la lumière, c'est simplement un véhicule qui amène de l'énergie par ondulation et par corpuscule. C'est tout. Lorsque nous parlons des omnis, c'est... Bon, il y a une chose sur laquelle on va peut-être revenir lors de la deuxième ou troisième partie, c'est justement à quoi va ressembler l'homme lorsqu'il aura atteint la limite. Et quelles vont être ses occupations préférées, n'est-ce pas, lorsqu'il aura atteint la limite de sa structure évolutive, donc de son évolution. Parce que l'être humain est plafonné. Alors, si on pose la question, on va élaborer là-dedans.
Au niveau des omnis, l'être humain n'a pas d'omniscience, l'être humain n'est pas habité par l'omniscience, l'être humain n'a pas d'omnipotence, l'être humain n'est pas habité par l'omnipotence. Quand on dit que l'être humain est habité par Dieu, c'est vrai à cause de son âme. Comment est-il influencé par les omnis d'abord? Par la structure, par toute la structuration matérielle qui est engendrée par l'intelligence. L'être humain n'a de conscience de l'omni que l'intelligence, qui est l'esprit, qui va être le véhicule, qui va exprimer l'omni. Et l'intelligence, c'est une logistique. L'intelligence, c'est les guerres nucléaires. L'intelligence, c'est les anti-guerres nucléaires. L'intelligence, c'est tout simplement une mécanique qui s'applique les unes par rapport aux autres. Si je prends le verre d'eau et que je verse l'eau comme ça, c'est intelligent que l'eau tombe à terre. Pourquoi? Parce que la gravité se fale derrière pour l'attirer. En réalité, c'est une courbure spatio-temporelle qui plaque l'eau au sol, mais la Terre n'attire pas. Et on va dire que c'est intelligent, c'est logique, c'est évident. Sauf qu'il y a d'autres formes d'intelligence qui ont une tendance à s'acheminer vers le plan planétaire. Et ces formes d'intelligence-là ne peuvent être raisonnables. Quand je parle raisonnable, c'est raisonner, donc raisonnable et non pas raisonnable d'un point de vue astral. Changer d'opinion. Ne peuvent être raisonnables que par une structure atomique neuronique. Mais l'intelligence manipule l'humain simplement par mécanicité. Il n'y a pas d'intentionnalité personnifiable. Est-ce que les omnis servent plus à d'autres plans qu'à l'homme? Non, les omnis ne servent à rien. Et ils ne servent rien. Tout ce qui découle d'eux servent la hiérarchie supérieure. Et on peut dire servent l'omni, mais c'est un peu faux. L'extraterrestre qui forme un vaisseau spatial pour venir pendant un laps de temps. Il applique de l'intelligence. Il n'applique pas de l'omni, il applique de l'intelligence. Il ne sert pas d'omnipotence pour... Il applique de l'intelligence. Et pour appliquer l'intelligence, il a fallu qu'il serve de base des omnis. Tu es palefrenier, tu t'occupes des chevaux. À un moment donné, tu demandes à quelqu'un de venir te serrer tes souliers. Celui qui va serrer tes souliers te sert toi. Mais si moi je suis le roi et tu es mon palefrenier, celui qui serre tes souliers ne me sert pas. Ah, il te sert toi. Toi, tu me sers moi, mais celui qui serre tes souliers ne me sert pas. L'homme ne sert pas l'omni. Il sert des structures hiérarchiques qui, eux autres, servent d'autres structures hiérarchiques qui, eux autres, servent l'omni. Mais l'homme ne sert pas l'omni par correspondance réactionnelle. Qu'est-ce qui arrivera s'il n'y aurait pas d'omni? Il n'y arriverait rien. Est-ce que l'homme pourrait exister pareil? Mais non, il n'y arriverait rien. Il n'y aurait rien. Et voilà. Alors, il n'y aurait pas de création. Les omnis, c'est tout et c'est rien. Les omnis, ce sont les omnis. Ce sont des phénomènes qui n'existent pas dans une gestion spatio-temporelle. Donc, les omnis, ce n'est pas tout. Les omnis, c'est rien. Ça ne peut pas être tout et rien. L'omni est un monde parallèle relié au monde du tout, la création. Mais l'omni est extra-créationnel, donc l'omni n'est pas relié au monde de la création, donc l'omni est de ce point de vue rien. Mais on doit faire extrêmement attention à lorsque je dis qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais le fait qu'il n'y ait rien n'empêche pas... Regarde, toi tu sors de la création avec ton véhicule terrestre. Tu arrives dans l'extra-créationnalité plein. Et là, tu as de la misère à bouger. Oh, mais je touche quelque chose. Il n'y a rien. Tu ne touches rien, mais ça peut t'influencer. Alors, tu vas dire, oui, mais il y a quand même quelque chose. J'arrive même pas à avancer. Je suis comme à côté sur un mur. Ce mur n'existe pas. Tu vas dire, oui, mais il est là, regarde. Il n'est pas là. Il peut influencer tes actions, mais il n'a pas besoin d'exister pour autant. L'existence dans la tête de l'homme veut dire deux choses. Veut dire être paramétré par une spatio-temporalité, donc être matériel et être là quelque part dans le temps. Et deuxièmement, l'existence pour l'homme veut dire être structurable du point de vue de sa mémoire astrale. Si je te dis qu'il y a quelque chose là que je perçois, que je sens, mais que toi, dans ta structure astrale, tu ne peux pas percevoir, tu me dis, voyons, c'est ton imagination. Ça n'existe pas. Donc, il y a deux formes d'existence au niveau de l'être humain, un corps matériel et un endroit quelque part dans le temps. Deuxièmement, une structuration possible du point de vue de l'âme, de l'ego. Et là, on va dire, ça existe. Mais si ce n'est pas quelque part dans le temps, et si ce n'est pas quelque part dans la matière, et si tu ne peux pas le structurer du point de vue de ta mémoire, qui, elle, structure le temps et la matière, ça n'existe pas. Alors, ça n'existera pas. Mais ça peut te donner un coup en plein visage, mais ça n'existe pas.
jusqu'au temps qu'il y ait le coup de poing. Non, le trou de notre visage existera. Pas le point qui aura frappé. Est-ce que c'est important à ce moment-là de savoir la différence? Non, mais c'est important de savoir bloquer. Ça existe pas. Oui. On fait une pause et puis on revient. Des si reliés séraphiquement à l'humain de la Voie lactée représente une agglomération diversifiée des 13 dimensions. C'est une agglomération diversifiée de plusieurs dimensions dans les 13 dimensions. Bon, deuxième question. Si oui, le transfert séraphique, le pont énergétique, Donc, c'est non au niveau des 13 dimensions agglomérées. Par contre, le reste de la question est intéressante. Vas-y. peut-il s'établir avec l'humanité? Oui. Quelles sont les conditions et l'enjeu d'une grève cosmique de l'homme supramentalisé pour alléger son karma cosmique en faisant partager par d'autres galaxies liées séraphiquement le poids de la fusion des énergies de froid? Cela engendrera des mécanicités conséquentielles qui vont faire en sorte que dans d'autres mondes, ils vont commencer à connaître des souffrances qu'ils ne connaissent pas présentement parce que seul l'homme les connaît. Deuxièmement, cela va aussi engendrer une responsabilité de parrainage par rapport à l'humanité vers ces autres mondes-là, ce qui veut dire qu'à un moment donné, l'humain, s'il commence à faire la grève, et peut-être qu'il va la faire, ça dépend des choix des humanités. Si l'humain commence à faire une grève, c'est-à-dire que l'humain commence à résister un peu plus aux pressions envoyées par les plans divins sur sa propre conscience, de façon à permettre à la conscience de l'homme d'évoluer, nonobstant l'évolution de conscience des mondes séraphiquement reliés à nous autres, donc des mondes qui existent présentement, ce ne sont pas des mondes parallèles, des mondes d'où proviennent de temps en temps des vaisseaux extraterrestres, soit des extraterrestres en véhicule, bien souvent, ce sont des entités. On en a déjà parlé à un moment donné dans une conférence spéciale. Et si l'être humain fait cela, il aura une responsabilité envers ces mondes-là, c'est-à-dire qu'il les fera souffrir. Les faisant souffrir, à un moment donné, l'homme devra aller dans ces mondes-là pour aller se faire pardonner, c'est-à-dire pour aller restaurer karmiquement, restaurer conséquentiellement les enjeux qu'il aura détruits à travers sa grève. Il faut comprendre l'idée, c'est que plus l'être humain, premièrement, nous sommes reliés séraphiquement, donc par des corps séraphiques, des excroissances de l'enveloppe périsprétique de l'âme, à d'autres mondes. Lorsqu'il y a eu une effusion, l'énergie qui est descendue dans un faisceau s'est éclatée et il y a eu des espèces de pattes d'araignée qui sont reliées ensemble et le centre du faisceau a abouti dans un des mondes refroidis qu'on appelle la planète Terre. Les pattes se sont réparties dans d'autres mondes, plus ou moins refroidis, mais moins refroidis que le nôtre, et cela engendre des mondes extraterrestres qui ont des contacts intimes avec nous autres. Plus nous allons conserver de l'énergie, plus nous allons nous énergiser, plus nous augmentons notre potentiel d'énergie jusqu'à un seuil critique qui est le seuil où l'énergie que nous accumulons peut maintenant être déversée dans ces canaux séraphiques et ça va nourrir les mondes extraterrestres qui sont à l'extérieur de ce que nous concevons comme planète. Ces mondes extraterrestres nécessairement reçoivent l'énergie de l'homme, donc la puisent chez l'homme, et ils ont tendance de temps en temps, certains phénomènes extraterrestres, les plus massacrés par les rébellions, parce que l'homme est quand même se rebelle de temps en temps contre cette structure. Les mondes les plus en danger par ces rébellions humaines vont, par le canal séraphique, vont se véhiculer jusqu'à notre monde à nous, et ils peuvent apparaître sous forme d'extraterrestres dans le but de dire à l'homme ce que l'homme doit faire, comment l'homme doit s'aplatir, ou etc., de façon à ce que l'homme puisse continuer à devenir un condensateur d'énergie qui accumule suffisamment d'énergie pour la redéverser dans ces canaux séraphiques, et les extraterrestres vont donc cesser de réapparaître dans notre continuum si nous accomplissons des demandes qu'ils font. Premièrement. Deuxièmement, si l'être humain arrive à bloquer l'écoulement du flot énergétique à travers les canaux séraphiques vers ces mondes, nécessairement, ces entités qui sont des entités comme l'homme, à caractère descendant, donc à caractère involutif, temporaire, sont conservées en stabilité par l'énergie que l'homme leur envoie involontairement à travers les canaux séraphiques. Donc, si l'homme décide d'obtempérer une grève, c'est-à-dire que l'homme arrive soit à placer, non pas dans le ciel, parce que le ciel a quand même une tendance déversante vers ces mondes extraterrestres, si l'homme arrive à conserver l'énergie qu'il va recevoir des phénomènes supramentaux, qu'il va arriver à rayonner lui-même à travers son essence supramentale amique, eh bien, si l'homme arrive à conserver cette énergie, cela veut dire que les mondes extraterrestres vont maintenant continuer, c'est-à-dire ou recommencer leur palier involutif, donc ils vont perdre de l'énergie, et les guerres vont commencer à apparaître sur ces mondes-là, les maladies vont commencer à apparaître sur ces mondes-là, les crises telles que nous les avons connues à l'époque lémurienne, atlantéenne, européenne, et aujourd'hui vont commencer à apparaître sur ces mondes-là, alors que chez nous, ici, ces problèmes vont commencer à disparaître. Maintenant, nécessairement, si l'homme fait cela, il y a des chances que l'humanité fasse ce choix, mais ce n'est pas garanti.
C'est un choix de l'humanité. On verra comment le pilonnage du monde de la mort par les forces d'intelligence pourra servir et asservir l'astral de façon à ce que le choix soit fait. Si cela est fait, cela veut dire que la misère va commencer dans d'autres mondes, et c'est pourquoi aussi, par transport séraphique, certains extraterrestres veulent kidnapper la génétique de l'âme de façon à garantir qu'ils n'auront pas à évoluer, parce que se fusionnant à la conscience de l'âme, ils sont maintenant assis sur un véhicule qui est en train d'évoluer, donc ils éliminent totalement la possibilité de devenir des êtres involués jusqu'à devenir des phénomènes végétals, pour après ça recommencer une prolifération évolutive. Si on fait une grève, on engendre donc des misères à travers d'autres mondes, ce qui veut dire que lorsque l'intelligence de l'homme sera suffisamment corporifiée, donc exprimée par son corps physique, lorsque le double éthérique aura été fusionné et que l'être humain aura suffisamment de conscience pour être capable maintenant, lui, de se véhiculer par transport séraphique d'une galaxie à un autre, donc d'un monde à un autre, eh bien, nécessairement, l'homme va commencer à se véhiculer, et lorsqu'il va aller visiter ces mondes qui sont des frères, disons, énergétiques par rapport au sien, il va arriver dans des mondes qui vont ressembler à ce que la planète Terre peut ou a ressemblé à l'époque romaine, à l'époque dépendant encore du laps de temps solaire que l'homme va prendre avant d'arriver à une fusion totale de son double éthérique. Si ça lui prend 2000 ans, lorsqu'il va arriver vers ces planètes, il arrivera à peu près à l'époque de l'Atlantide, une époque qui sera similaire. On n'aura pas nécessairement les mêmes choses. Il n'y aura pas le récalque, etc., l'or lourd, l'or léger. Mais il y aura des conditions qui seront, disons, archétypalement similaires à ce qu'on a déjà vécu. Et l'homme arrivera là, et l'homme devra faire office d'aide, de guide et de sauveur, ce qui n'est pas le cas dans le continuum de l'homme. Il y a un parallélisme que l'on peut faire avec le passage du Nazaréen, avec le passage de Maitreya, qui est un bonhomme qui est passé là très, très, très longtemps, et on réattend encore parler de lui parce qu'on pense que c'est la fusion agglomérique des mémoires astrales de tous les grands avatars qui sont passés. Alors, lorsque l'être humain va revenir, la responsabilité donc karmique ou conséquentielle qu'il aura, ça sera justement qu'à l'instant où les premiers humains vont commencer à pouvoir se véhiculer en transport séraphique, ils devront être attribués à des mondes qui ont été drainés en énergie, c'est-à-dire que l'énergie, on ne leur a pas volé, mais on a cessé de leur en donner. Et cela a permis leur effondrement. Alors l'homme devra donc être mandaté, se mandater lui-même. Ce n'est pas tout à fait une mission, mais un mandat. Et l'homme devra donc être capable de s'attribuer un monde où il sera le soutien de ce monde de façon à le restaurer et à rediriger les choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que présentement, nous sommes les spécialistes de la merde, nous sommes les spécialistes du monde astral, nous sommes les spécialistes de la misère, les spécialistes de la guerre. Et dans ces mondes, il n'y a pas ce genre de contexte, ce qui fait que lorsque nous allons revenir, ou lorsque nous allons aller dans ces mondes par transport séraphique en mettant une grève du point de vue planétaire au niveau de la nourriture envoyée énergétiquement à ces mondes, lorsque nous allons arriver vers ces mondes, nous allons avoir affaire à des animaux humains, à des animaux androïdes, à des animaux qui ne seront pas capables de comprendre la conscience, qui ne seront pas plus capables de comprendre l'intelligence, qui vont être exactement comme l'animal humain a été il y a de cela quelques milliers d'années. Alors on aura donc affaire à des schémas d'évolution qui prendront encore quelques milliers d'années standards pour que ces structures, même paramétrées par nous en tant que force catalysante melchisédienne ou encore en tant que force instructive michaélienne ou en tant qu'autre genre de force, nous ne pourrons pas intervenir, c'est-à-dire avec des armées, et obliger l'animal à devenir humain. Nous devrons encore une fois contempler la misère que nous aurons réussi à éliminer sur le plan planétaire, et nous l'aurons transmis par contagion à travers le reste des structures des galaxies de notre univers qui sont reliées à nous autres. Donc, ça crée on a le choix, on continue à manger de la marde pour que les autres n'en mangent pas, ou on finit par arrêter d'en manger, les autres vont en manger, c'est leur karma, on peut dire ce qu'on veut pour se sécuriser, se sentir non coupable. Mais à un moment donné, karmiquement, nécessairement, l'humain ne peut pas grimper en ayant un paquet d'enclumes après lui. Ce sont des parties qui font affaire avec lui. Alors, il y a deux structures d'évolution. Il y a celle où l'humanité continue à payer, alors qu'il nourrit les autres parties, les empêchant d'évoluer. Quand l'humanité va devenir absolument géniale, ceux-là vont être prêts à se réintégrer et ça va sortir. Et ça va prendre, disons, 10 milliards d'années. Et il y a l'autre solution, qui est celle où on fait la grève, où on coupe, où on souffre moins. Eux vont commencer à évoluer. Nous, on va évoluer plus rapidement. Après ça, on se projette dans ces mondes comme avatar. On instruit ces mondes, on arrive à les refaire évoluer à travers des milliers d'années, et finalement, on les relie et on s'en va, et ça va prendre approximativement 10 000 années. Y a-t-il pas présentement, Daniel, sur la planète Terre, des êtres qui viennent de ces mondes-là? Il y a des êtres qui viennent, oui, il y a des êtres qui viennent de ces mondes-là, mais il faut faire attention aussi, c'est que dans ces mondes, il y a des structures de densification, il y a des communications qui sont énergético-génétiques, donc ce n'est pas des communications qui se font exclusivement sous forme de ribose, de sucre avec 4 protéines, c'est un phénomène énergétique.
Et il y a des entités qui sont capables de se scinder, dépendant des mondes encore une fois, pour arriver à augmenter leur potentiel d'énergie. Et ceux qui deviennent suffisamment réchauffés comprennent les problèmes du monde auxquels ils sont rejoints, auxquels ils sont restreints et reliés. Alors de temps en temps, il peut y avoir des entités phénoménales, disons des phénomènes, qui vont, par transport séraphique, gagner notre sphère ici. On peut parler de... On a déjà connu des phénomènes melchisédiens qui provenaient justement des sphères catalysantes. Alors, on a de temps en temps des visiteurs qui n'apparaissent pas dans une soucoupe volante. Ce ne sont pas ceux-là parce qu'ils sont suffisamment énergisés qu'ils n'ont pas besoin de ce genre de choses. Ils sont capables d'entrer en communication avec le système neuronique de certains humains ou le système endocrinien de certains humains. Cela peut engendrer des projections, disons, subliminales de forme, mais ce n'est pas matériel. Et plus souvent qu'autrement, cela va engendrer une espèce de luminosité intérieure qui va réchauffer la conscience de l'homme pour lui permettre d'englober dans sa conscience un savoir ou des connaissances. N'y a-t-il pas eu des avatars provenant de ces Beaucoup. mondes-là? Et ces êtres réchauffés viennent ici, et certains vont s'arranger pour que l'humain continue à souffrir. C'est évolutif pour l'humain, ce n'est pas une condition problématique. Tu manges une claque en pleine face, l'autre joue. Ce n'est pas problématique au niveau de l'évolution, mais ça préserve les autres mondes de l'évolution qu'a connue le monde de la Terre. Est-ce qu'il n'y en aurait pas présentement sur la planète Terre? Oui, il y en a. Il y en a qui viennent pour que l'humain continue à souffrir, il y en a qui viennent pour tempérer la souffrance de l'humain, mais il n'y en a aucun qui vienne pour aider l'humain à ne plus souffrir. Parce qu'immédiatement, ça va engendrer des souffrances dans leur monde. Mais il y en a quelques-uns qui viennent de façon à atténuer énormément la souffrance de l'homme, à vérifier s'il n'y a pas des moyens de partager l'énergie, etc. Ce sont des phénomènes qui proviennent des sphères que nous avons laissées dans des régions qui portent plus de vibrations bouddhiques que supramentales, et on en a qui viennent dans des sphères qui portent plus d'énergie supramentale que d'autres formes d'énergie, qui viennent simplement pour appuyer les systèmes archangéliques, c'est-à-dire les systèmes de gestion des évolutions collectives. Et il y a quelques phénomènes qui viennent des mondes un peu plus bas, qui n'évoluent pas, des mondes mentaux ou astrales, et ceux-là viennent en soucoupe volante, c'est-à-dire qu'ils sont projetés ici par transport séraphique. Ils vont se servir de la structure atomique de notre planète pour engendrer leur véhicule à eux-mêmes, et puis ceux-là, ils se présentent devant RG, devant... Est-ce que quand tu as mentionné tantôt que si on faisait la grève, certains de ces mondes-là pourraient devenir malades. Est-ce que ceux-là pourraient devenir malades, ceux qui viennent sur la planète Terre? C'est difficile pour nous d'imaginer que des gens qui sont capables de fabriquer des vaisseaux spatials tels qu'ils le font et de matérialiser un corps et dématérialiser ne peuvent pas se guérir ou éliminer la maladie. C'est comme de dire, c'est compliqué, c'est dur de penser qu'un être humain en parfaite santé ne puisse pas se maintenir en santé. Maintenant, rends-le malade, il ne pourra pas se guérir. Alors, pourquoi? Parce qu'il aura évolué. Alors, ces êtres-là ne partent pas de la structure involutive que nous connaissons, ils partent d'une structure qui est conservée à un niveau énergétique parce que nous leur donnons de l'énergie, involontairement, et inconsciemment dans la majorité des cas. Et s'ils baissent en vibration, là, ils vont devenir malades. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont oublier sur quel piton peser pour faire décoller la soucoupe. C'est pas de leur faute. À un moment donné, ils vont essayer celui-là, puis ça va revenir. Là, ils vont devoir commencer à faire des panneaux pour indiquer quel piton peser. Après ça, ils vont devoir mettre un gars brillant qui n'oubliera pas de lire le panneau parce qu'il oublie de savoir quel piton peser. Et puis finalement, la soucoupe, eh bien là, on doit entraîner les génies et on élimine de plus en plus les contingences qui peuvent voyager avec. Et finalement, les génies ne savent plus trop. Et puis là, il y a un problème électronique. Le gars qui réparait, il est rendu dans une religion. Et puis, et on ne sait plus comment le réparer. Et puis, lentement, les choses se désagrègent. Ça va prendre des milliers d'années. Et jusqu'au jour où on pourra contempler des vestiges, des statues, c'est-à-dire peut-être une navette spatiale accrochée après sa rampe de lancement, puis on se demande qu'est-ce qu'il fait là, qui l'a bâti, qui l'a mis là. Parce qu'on ne s'en rappelle plus. Et c'est ce qui va arriver, simplement. Ces mondes sont des mondes à refroidissement. Ils ont besoin d'énergie pour se maintenir. Et l'énergie... Regarde, comme tout à l'heure, je parlais du soleil, etc. Ce qu'il faut penser, il y a un bonhomme un jour qui a dit « Tu ne peux arracher une fleur sans déranger une étoile. » C'est exact. Mais quand on parle d'étoile, on parle d'un système. Il y a dans la projection de notre univers des problématiques. Si je prends un atome et que je le brise en deux, quelque part dans cet univers, un soleil meurt. Alors, la problématique est de savoir que si nous faisons une guerre nucléaire, la guerre nucléaire que nous allons connaître est une guerre nucléaire en majorité de fusion. C'est-à-dire qu'au lieu de briser un atome d'hydrogène, on le fusionne avec un autre et on en fait de l'hélium, bombe à hydrogène. Mais la problématique, c'est que quand cela arrive, des soleils entrent en contact et les soleils se soudent. Il y a une explosion majeure d'énergie et il y a deux soleils qui en deviennent un seul. Maintenant, la problématique est de savoir que si l'être humain, qui est le seul à pouvoir régir le système atomique de cette façon, parce qu'il est le seul suffisamment près de la matière atomique pour être capable de la bouger, tandis que dans les autres plans, on ne peut pas,
Alors, si l'être humain fait sauter, disons, 20 bombes nucléaires, quels sont les soleils qui, dans la projection atomique, vont être altérés? Alors, si l'être humain, par exemple, fait sauter une seule bombe nucléaire et que dans ces électrons qui vont être fissurés ou fusionnés, notre soleil s'y trouve, nous n'existerons plus. En même temps que nous aurons fait sauter une bombe nucléaire, il y aura eu une catastrophe stellaire qu'on ne pourra pas expliquer, on ne sera plus là pour l'expliquer. Alors, dans les autres mondes qui ont un taux vibratoire plus évolué, ils comprennent très bien eux autres. Quand ils regardent le ciel, c'est leurs atomes qu'ils voient. Sauf que c'est l'atome de qui? C'est peut-être l'atome de son doigt, projeté à une échelle cosmique au niveau du ciel, avec les particules subatomiques et plein de choses. Mais ça peut être aussi les atomes du doigt d'un humain. Et on ne le sait pas. Mais c'est les atomes de nos corps physiques. Lorsque nous allons altérer dans la matière l'atome, l'univers est un univers que dans un microscope tu peux te voir, donc nécessairement ton système atomique est celui qui est en haut. Quand tu arrives à fissurer un atome, tu fissures un soleil, parce que l'atome, c'est un soleil. Mais dans un monde où tout est sans limite mais fini, nécessairement il y a un parallélisme qui fait que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, mais tout ce qui est en haut est ce qui est en bas, et non pas comme. Alors il va arriver un moment donné où ce système extraterrestre se pose de très grandes questions, à savoir, pétez-vous la fiole si vous voulez, mais il y a certaines régions de votre planète que vous devrez épargner, et il y a certaines matières que vous ne devrez pas fissurer ou fusionner, parce que ça va créer des problèmes. Alors, il y a nécessairement des avatars, comme tu dis, qui sont projetés ici dans le but de gérer la guerre de l'homme. Il y a plusieurs petits points comme ça qui sont intéressants, qui intéressent d'autres plans, parce que l'homme n'a vraiment aucune conscience tout simplement de cela. Alors, lentement, si on bloque leur réchauffement énergétique ou leur stagnation énergétique, ils vont évoluer. Alors, nous allons évoluer, c'est bien. Je te le dis. Balance. Il y avait une autre partie à cette question. Si l'homme est un prototype densifié, protégé dans les mondes froids pour agir comme catalyseur afin de résorber ou de réénergiser les énergies densifiées, peut-on dire que l'homme est une solution complémentaire et à la résorption créationnelle? Bon, l'homme est une solution complémentaire qui est unique, hein, et à la résorption créationnelle. L'homme est une solution complémentaire qui, sans elle, aucune solution n'a de l'allure. Donc, l'homme n'est pas une solution complémentaire, l'homme est une solution unique auquel va venir se complémentariser d'autres solutions qui peuvent, elles, être interchangeables, mais pas l'homme. C'est différent. Alors, les extraterrestres, nous pouvons, si le règne humain disparaît avant d'avoir atteint son plafond, tout est à recommencer, c'est-à-dire qu'on devra recréer de l'homme. Si des contingences extraterrestres supplémentaires, des soleils, etc., disparaissent, ça peut être remplacé par tellement de choses. Je regarde le mot unique. Un coup que tu l'as dit, j'ai trouvé qu'est-ce que c'est, puis il n'est pas si mal écrit. Comment ça se fait que des fois j'ai énormément de... Parce qu'il est très mal écrit, mais comme je t'expliquais l'autre fois, c'est parce qu'énergétiquement, je lis la question. Donc, lisant la question énergétiquement, je connais ce qu'elle veut dire. Connaissant ce qu'elle veut dire, les mots sont maintenant bien écrits. Comme maintenant, tu le sais, c'est lisible. Quand tu le sais pas, c'est pas lisible. C'est mal écrit. Parce que là, il est bien facile à voir. Tantôt, je n'étais pas capable. Qu'est-ce qu'un monde froid et un monde chaud? Est-ce que les mondes froids sont tous quadridimensionnels? Alors, malgré que je déteste, je verrai quand même un monde froid et un monde chaud. Inventer une autre histoire pour l'expliquer. Est-ce que les mondes froids sont tous quadridimensionnels? Non, pas nécessairement. Un monde froid, c'est un monde qui a perdu énormément de sa structure énergétique au profit de certains soleils. Et à travers, sur ces mondes froids, il existe des entités qui sont involutives ou qui sont évolutives, qui ont la capacité de perdre de la chaleur ou d'en gagner. Alors nous sommes, nous, des réactions du point de vue énergétique, nous sommes des réactions endothermiques, c'est-à-dire que nous ramassons l'énergie extérieure, alors que la majorité des mondes froids ont des réactions exothermiques et libèrent de leur énergie. La planète Terre libère de l'énergie, elle va se réchauffer prochainement parce qu'elle va devenir elle aussi endothermique, capteur d'énergie. Les mondes chauds, ce sont des mondes qui ne perdent pas d'énergie ou qui en perdent tellement peu que ça ne peut pas compter pour l'instant dans le chronomètre cosmique. Voilà. Est-ce qu'un monde froid? Non.
La trame de l'espace-temps a-t-elle une structure différente selon le degré de densification des énergies? Oui, oui. Est-ce qu'on peut parler de monde froid lorsque les énergies sont plus densifiées? Oui. Quelles sont les traces dans notre espace-temps quadridimensionnel des 13 dimensions initiales de la création? La force faible atomique est une des dimensions. La force forte atomique est une des dimensions. La courbure spatio-temporelle que nous appelons la gravité est une des dimensions. Enfin, c'est l'expression de 4 dimensions que nous ne connaissons pas, mais que nous connaissons selon une expression. Et il y a d'autres phénomènes qui ce serait un peu compliqué à expliquer, pour la simple raison qu'il faudrait avoir lu au moins des livres d'astrophysique pour comprendre l'idée. Quand je parle de la force forte, par exemple, on connaît la force de répulsion des systèmes atomiques. Lorsque 2 protons s'approchent, ils sont repulsés. Si 2 protons arrivent à une vitesse suffisamment rapide, ils vont, à cause de la vitesse, se rapprocher à un point tel que maintenant la force forte va les agglomérer ensemble, ce qui permet l'agglomération de plusieurs protons dans un noyau d'atomes. Alors la répulsion est une force qui est l'expression de différentes dimensions, des 13 dimensions, et quand on approche très proche des structures, cette force-là n'a plus la force de répulser, une force plus forte, la force forte, la plus forte exprimée de l'univers, de notre univers, entre en marche et les agglomère ensemble. Alors, ce sont des expressions. La courbure spatio-temporelle, c'est la même chose. La Terre ne nous attire pas. Par contre, la Terre engendre une courbure du temps et de l'espace qui fait que nous sommes écrasés sur la Terre par le temps et l'espace. Et quand nous voulons sauter, nous étirons toute la courbure spatio-temporelle, un peu comme si vous aviez une membrane de cellophane sur la tête, bien attachée après le sol. La Terre, elle vous attire plus, c'est même plus nécessaire qu'elle vous attire. La rotation de la planète aurait même tendance à vous gorocher au fin fond de l'univers. C'est pas ce qui arrive parce que la Terre est dans un anneau d'espace-temps qui écrase. Et on parle de 4 dimensions avec le haut, la largeur, la hauteur, la profondeur et le temps, alors que ce sont des expressions déjà contractées des 13 dimensions. Voilà. Quels sont les effets de l'éclairage au néon pour la personne? Premièrement, ça l'éclaire. Deuxièmement, le néon est une stroboscopie, c'est-à-dire que le néon fonctionne par impulsion stroboscopique et cela engendre un phasement, cela engendre une manipulation qui oblige certaines structures oculaires et cérébrales du cerveau de l'homme à entrer dans une espèce de relation de synchronisme avec le stroboscope néon, ce qui déphase la structure de réflexion de l'homme par rapport à sa structure naturelle. Autrement dit, lorsqu'on a un éclairage de néon, on est extrêmement perturbable et on est extrêmement perturbé, ce qui fait que dans toutes les écoles, on ne devrait jamais placer des néons. Voilà. L'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience. Pourquoi un sujet de conférence si incompréhensible pour l'homme et si peu utile pour l'instant? Pour la simple raison que c'est un sujet extrêmement utile pour l'instant parce que ça permet de descendre dans la conscience de l'homme des éléments qu'il pourra se servir lorsqu'il en aura besoin, alors qu'il sera peut-être un peu plus perdu. Deuxièmement, cela permet d'aller chercher une énergie qui n'est pas présente suffisamment sur la planète et qui énergise énormément la structure de l'homme, premièrement et deuxièmement. Et cette conférence, elle est extrêmement intéressante et importante parce qu'elle permet à certaines consciences au niveau des mondes de la mort et à certaines consciences au niveau des mondes de la vie de s'ouvrir à d'autres phénomènes que celui qui est normalement soutenu par la structure émotive illusoire de la psychologie qui fait en sorte que l'homme pense toujours en potentiel d'avoir une omnipotence, une omniprésence, etc. En plus, cela permet à la conscience qui veut s'éveiller un peu de comprendre que l'homme ne doit pas attendre d'être sauvé par des entités divines appelées omnipotentes, omniscientes et omniprésentes. Et deuxièmement, parce que l'homme doit aussi comprendre qu'il a un rôle à jouer jusqu'à un certain plafond donné, et que si l'être humain se rend à ce plafond, c'est extrêmement beau. Cela permet aussi de poser la question comment parvenir à ce plafond, au lieu de poser la question comment parvenir à sortir de la création. Donc la question est beaucoup plus précise et peut amener des réponses beaucoup plus utilisables par l'homme. Deuxièmement, cela aussi permet à l'être humain de poser la question, lorsque nous aurons atteint le plafond, est-ce qu'il y a des mécanicités nous permettant de devenir autre chose que de l'homme pour traverser le plafond? La réponse étant oui, sauf que jusqu'à date, l'humain n'a pas encore posé les bonnes questions. Mais c'est une conférence extrêmement utile. Quelle mécanicité fait en sorte que l'homme atteint l'état évolutif d'archange ou de Melchisédek? Quelle est la relation entre ces deux états?
Quelle mécanicité fait en sorte que l'homme atteint l'état évolutif d'archange ou de Melchisédek? Quelle relation existe entre ces deux états? L'archange est un phénomène implanté par des forces d'involution divine, implanté dans la structure astrale, et l'archange réagit normalement à des structures d'avatars qui proviennent normalement de d'autres mondes, comme ce fut le cas d'ailleurs pour le Nazaréen. Et les archanges sont ceux qui vont aider les conservateurs de la tradition à manipuler les troupeaux. L'archange est le protecteur de la masse, le protecteur du passé, le protecteur de la tradition. Tradition engendrée par l'avenir dans la conscience mémorielle passée de l'homme, de façon à ce que l'homme suive une trame pour se diriger vers un avenir potentiel qui est assez attractif pour lui et attirant pour lui, parce qu'il semble découler logiquement de la trame traditionnelle du passé, alors que le passé n'a jamais existé, que le passé dans la tête de l'homme est toujours implanté par l'avenir, de façon à obliger l'homme, par extrapolation, à se diriger vers l'avenir qui implante le passé. L'archange est celui qui va réagir aux phénomènes hautement spirituels des mondes de la mort, de façon à préserver les traditions pour que l'être humain en troupeau se dirige là où l'être humain en troupeau se dirige. Le Melchisédek est un phénomène qui n'est pas nécessairement un avatar et qui provient soit d'une hiérarchie cosmique qui n'est pas, disons, attribuable à un monde parallèle ou à un monde parallèle, oui, mais pas à un monde connexe par canal séraphique, donc à un monde extraterrestre. De temps en temps, on peut avoir une force melchisédienne qui peut provenir des mondes extraterrestres, mais ça ne s'est à peu près jamais vu. Et le Melchisédek ne vient ici que par manipulation des contingences omni, qu'on a parlé tout à l'heure, manipulées par de l'intelligence supramentale dans le but d'accélérer l'évolution d'une race humaine sans y prendre part. Donc, le Nazaréen n'était pas un avatar catalyseur, le Nazaréen n'était donc pas un Melchisédek. Par contre, on a des personnalités qui ont été melchisédiennes, qu'on n'a pas entendu parler ou qu'on entend à peu près jamais parler, parce qu'ils ont accéléré l'évolution de l'humanité sans y prendre part. Et lorsque tout à l'heure je parlais que l'être humain peut devenir un Melchisédek, l'être humain va maintenant servir de catalyseur d'évolution. Il pourra donc manipuler l'humanité actuelle, celle-ci, ou manipuler les autres formes d'humanité extraterrestre sans y prendre part. Un être humain qui refuse totalement la fusion avec son double éthérique devient instantanément un Melchisédek, premièrement. Et un être humain qui... Bon voilà, ça c'est comment on devient un Melchisédek, c'est refuser la fusion avec son double éthérique, on devient Melchisédek. Lorsqu'on a un double éthérique totalement constitué et qu'on refuse la fusion avec, on devient Melchisédek. Bon. Est-ce que tu as un choix de la refuser? Oui, à ce niveau-là, il y a un choix. À ce niveau-là, oui. Et comment on devient un archange du point de vue humain? L'homme ne devient pas un archange sur sa propre planète. Alors, la question ne se pose pas. La relation entre les deux états, on explique, le Melchisédek accélère une évolution sans prendre part. L'archange, lui, va contrôler l'évolution sans y prendre part. Quand tu dis que l'homme est limité, est-ce que tu parles de l'homme galactique ou l'homme extra-créationnel? Quand je dis que l'homme est limité, c'est parce que je précise un peu plus aujourd'hui certaines terminologies que j'employais avant. L'homme extra-créationnel est une farce, c'est-à-dire que l'homme extra-créationnel n'est pas un homme extra-créationnel. Le règne de l'homme s'arrête là où les omnis vont commencer. Le règne de l'homme s'arrête d'ailleurs plafonné à son système universel. Donc, le règne de l'homme s'arrête à la conscience supramentale, intimement reliée et colorée par une conscience bouddhique. Le règne de l'homme s'arrête là. Donc, il n'y a pas d'homme au-delà de ses forces, au-delà de ses sphères. Donc, il n'y a pas d'homme au-delà de la création. Il y a un être, par exemple. Il y a un être, ça va de soi, ça c'est bien, c'est intéressant, ça, félicitations. Sauf qu'il n'y a pas d'homme. Il y a un être sans corps physique. Oui, mais il n'y a pas d'homme. La question est mal posée. Qu'est-ce qui manque en dehors du corps physique? Lorsque l'homme chemine et que lorsque l'homme arrive à une conscience particulière, probablement ce qu'il faut comprendre, et c'est encore extrêmement utile de savoir ce genre de choses, et je reviens encore un peu sur la question de tout à l'heure, c'est que les conférences du mois sont des conférences surtout au caractère énergisant. Quand on veut apprendre des choses immédiatement mises en pratique, on vient aux conférences du vendredi, où on suit des cours, des séminaires que je donne. La conférence du mois est un survolteur énergétique qui oblige les neurones à reprogrammer leur structure de connexion et qui énergise énormément l'humain et son système endocrinien, ce qui permet à l'humain d'arriver à affronter à peu près n'importe quel vent, permettant donc à l'astral et à l'ego de l'homme d'arriver à mieux supporter des conditions de misère, de catastrophes qui peuvent apparaître à un moment donné, parce que l'ego aura tellement subi des mutations au niveau de la brusure des formes, que finalement, amusant, ça ne dérange plus, c'est même intéressant et nourrissant. Lorsque l'être humain suit son cheminement évolutif, il parvient à une conscience supramentale qui lui donne accès à une mémoire galactique.
La mémoire galactique est intimement paramétrée par une mémoire du plan bouddhique qui est l'essence même entre les galaxies d'un univers, même si c'est l'énergie du point de vue pur que l'on retrouve entre les univers et les super-univers, et les autres univers dans un super-univers. Lorsque l'être humain arrive à la conscience supramentale, il a accès donc à un savoir qui semble instantané parce qu'il est relié à 300 000 km à la seconde de déplacement dans un système neuronique qui prend à peu près 6 pouces par 6 pouces par 6 pouces de volume. Et l'être humain, de toute façon, devra engendrer, pour pouvoir mieux arriver à ce phénomène d'une conscience à 300 000 km à la seconde, engendrer un troisième cerveau, qui sera un cerveau relié à la glande pinéale, un cerveau dans l'éther, un cerveau qui sera le cerveau de la constitution de son double éthérique. Fusionné à l'homme, cela engendrera une troisième cérébralité qui permettra à l'homme d'avoir une conscience éthérique, même si la conscience éthérique pourra être en contact avec une conscience planétaire, cartésienne et intuitive, reliée à ces deux hémisphères cérébrales. Les cerveaux, telle une bombe nucléaire, c'est-à-dire que l'être humain doit totalement être détruit, dans une correspondance particulière, c'est-à-dire que la bombe nucléaire, c'est exactement comme si l'humain doit s'accoter sur la membrane et éclater dans la membrane et non pas éclater à l'extérieur. Ça ne doit pas être une implosion du point de vue de l'univers, ça doit réellement être une explosion où toutes les petites particules de cette explosion vont être capables de traverser la barrière thermique, donc la sphère, et ça va sortir à l'extérieur, et là, notre être humain n'existe plus. Par contre, tout ce qui l'a constitué n'est plus un être humain. Il vient d'être précipité dans un autre continuum d'évolution, où là, la chose qui reste là, ce n'est pas un homme, mais le Dieu qui vient de naître dans ce monde. Et ce n'est pas un homme, ça n'a pas de corps physique, ça n'a pas de corps astral, ça n'a pas d'ego, ça n'a pas de double éthérique, ça n'a pas de corps supramental, ça n'a plus rien de ça. Mais c'est ce qui était là, qui n'est plus là, qui est maintenant de l'autre côté, mais ce n'est plus pareil. Donc l'homme est plafonné, il y a énormément d'humains qui vont rester plafonnés là pendant des milliards d'années, sans souffrir. Tu es à un niveau où tu ne souffres plus, tu es à un niveau où tu t'en balances. Mais l'être humain, à un moment donné, peut exploser et s'autodétruire, et là, il devient un phénomène divin qui a maintenant accès à une fusion avec un double bouddhique, qui a maintenant accès à une fusion avec un double divin, donc avec une intentionnalité, et par la suite, ce phénomène-là intra-créationnel au niveau divin pourra aussi un jour arriver à exploser totalement à l'extérieur de la création pour gagner l'extra-créationnalité. Et quand je dis l'homme extra-créationnel, ben, c'était simplement pour faire comprendre que de temps en temps, certains événements humains peuvent parvenir. Lorsque l'homme fait cette implosion-là, est-ce qu'il peut continuer à faire un travail sur la planète Terre? Non. Lorsque l'homme explose, oui. Lorsque l'homme explose, non. Il ne peut pas matérialiser un corps. Lorsque l'homme explose à l'intérieur de son univers, il recommence le processus de la fusion. Donc, il redescend simplement, il recrée un paquet de corps physiques, un paquet de personnes, et puis bref, c'est une évolution. Mais lorsque l'homme crée une explosion réelle, donc lorsque l'homme sort de la structure universelle, il ne connaît même plus le monde de la Terre. Qu'est-ce qu'il apporte avec lui? À quoi a servi cette expérience-là? Il manque énormément d'énergie dans notre univers. Il en manque? Oui. Ça fait un vacuum. Ça fait une succion. Ça fait une succion intéressante qui fait qu'une grande partie de la matière de notre univers est maintenant sauvée. Elle est sortie de la limitation universelle. Est-ce que ça crée de l'espace pour que d'autres accomplissent Non, ça crée un rapprochement des galaxies, un rapprochement de toute la structure universelle, et ça crée un rapprochement des humains, ça crée un rapprochement d'un paquet de choses. Maintenant, il faut comprendre que lorsque l'homme arrive à ce phénomène-là, il est déjà passé par la négoïsation, il est déjà passé par la fusion de multitudes de personnalités réincarnatives. Donc, lorsqu'un être humain crée une explosion extra-universelle, finalement, actuellement, ça peut être des centaines de milliers de corps physiques humains qui vont exploser de l'autre côté. Par fusion réincarnationnelle dans un seul corps. Lorsque Quand tu parles de l'autre côté, tu parles du monde de la mort? Non, je parle au-delà de notre univers, dans le super-univers. Ce que je veux dire, c'est que lorsque cela va arriver, il y aura déjà 144 853 corps physiques à l'échelle de notre planète. Il y aura énormément de manipulations d'ordre vital faites par l'homme. Donc l'homme sera totalement désassujetti des contingences matérielles et des limitations de la matière. Et il y aura donc le monde de la mort n'existera déjà plus. Sinon, on dit que ça ne s'est pas produit encore. Non. À part Michael. Il l'a accompli, lui. Mm-hmm. Quand il l'a accompli, il a donné un beau coup de cochon à l'évolution de l'humanité. Ce ne serait pas ce vacuum-là qui a fait en sorte, Daniel, qu'on l'a adoré pendant si longtemps, qu'on l'a prié, qu'on a passé énormément d'énergie et de temps
Non, premièrement, on l'a adoré parce que Michael, donc Jésus, était un avatar. Ce n'était pas Melchisédek. Donc, il a catalysé l'évolution de l'humanité en y prenant part. Donc, le fait d'y prendre part laisse des traces mémorielles susceptibles d'être retracées au niveau du monde de la mort, tel fut le cas du Nazaréen. Et le fait qu'il ait disparu si rapidement, ben, c'est surtout le fait qu'on s'en rappelle, c'est le fait des traces qu'il a laissées parce qu'il a participé à notre évolution. Donc, nécessairement, on ne peut pas l'oublier. L'instruction elle-même, elle n'est même pas connue des gens, elle n'est même pas connue du monde. On dit, il a sauvé l'humanité, il a sauvé son humanité, il est parti avec, mais c'est tout. Oui, mais justement, il a refait un corps de lumière après. Tantôt, tu m'as dit... Ah oui, il a refait un corps de lumière. Il l'a densifié. Non. Encore là, tu pousses. Mais je pousse. Je vois selon ce que la tradition nous a dit. Oui, c'est ce que je dis, mais quand je dis tu pousses bien. C'est que le corps de lumière qui est réapparu devant les apôtres, ce n'était pas le Nazaréen. Non, mais il a demandé 3-4 jours pour pas qu'on lui touche, pour densifier son corps, pour rendre son corps moins atomique, moins vibratoire, moins hautement vibratoire. Mais ce n'était pas le Nazaréen. C'était de la mémoire de Nazaréen. C'était une entité nazaréenne. Ce n'était pas la mémoire du Nazaréen. Celui qui est apparu devant les apôtres, ce n'était pas le Nazaréen. Mais il avait la connaissance pour continuer à ce que les autres croient que c'était lui. Mais ça va de soi. Mais ce n'était pas le Nazaréen, il était déjà plus là. Oui, mais pour moi, là, ça va en contradiction avec ce que tu disais tantôt, lorsque tu disais que il disparaît totalement, il ne peut pas refaire un corps physique sur la planète Terre. Exact. Lorsqu'un être humain, lorsqu'un être explose totalement au-delà de l'univers, il n'existe plus dans notre univers. Quand on dit, par exemple, le retour de Michael ne reviendra pas ici. Par contre, lorsque le Nazaréen disparut totalement, le corps de lumière qui est apparu devant les apôtres, ce n'était pas le Nazaréen. C'est une copie conforme. C'était une copie conforme, contrôlée. Mais ce n'était pas le Nazaréen. C'était un corps de lumière qui appartenait à Lazare. Mais ce n'était pas le Nazaréen, t'es plus là. C'est un autre tour qu'on a joué à l'humanité. C'était le corps de Lazare. C'est un corps de lumière. Michael est parti, il ne reviendra pas, ça ne vaut pas la peine qu'il revienne. Lazare est là. C'était son testament. De toute façon, une partie du testament, c'est Pierre qui l'a porté. Puis l'autre partie, c'est... Toutes les dettes, c'est Pierre qui les a eues sur le dos. Puis tous les actifs, ben là, c'est Lazare qui les a. Mais le corps était conforme à celui du Nazaréen. Et ça va, tu vois, le corps était conforme à la vision que les apôtres voulaient avoir de lui. Puis il a été densifié par la suite. Densifié suffisamment, oui. Mais pas trop. Juste assez pour qu'on puisse y toucher. Combien de temps est-ce qu'il a vécu, ce corps-là? Ce corps-là a vécu combien d'années? Il a vécu un peu plus de 32 ans. Est-ce qu'il a été abandonné volontairement ou par vieillesse? Non, il n'a pas été abandonné par vieillesse. Par contre, ce corps-là, il s'est entouré, il a possédé une forme d'un corps qui était déjà mort et qui l'a ramené et il a animé ce corps pendant ces 32 années et par la suite, ce corps de lumière est disparu. Le corps physique qui était vieillissant et le corps physique a vieilli et est mort par la suite et donc il a pourri. Une partie de ce qui habitait ce corps physique a été restaurée en corps physique ailleurs, c'est-à-dire qu'on a ramassé le corps d'une personne qui n'avait aucune conscience, un animal, l'animal humain, un peu de conscience dedans, mais ça on l'a fusionné, donc ça l'a donné un coup de pouce à l'humain, et on a abandonné une partie de ce qui avait été ressuscité dans Lazare dans ce corps-là, et ça a été Jean le Baptiste. Par la suite, le reste du phénomène lazaréen n'existait plus, et il y a eu de temps en temps des possessions par ce double de lumière de d'autres corps physiques qu'on a connu jusqu'à la plus grande création de ce double de lumière a été la possession d'un enfant débile, abandonné tout seul, et qui est devenu par la suite le comte de Saint-Germain. Et on a eu d'autres phénomènes de ce genre. D'autres phénomènes de ce genre, tu veux dire... Il y en a encore aujourd'hui. Des testaments, c'est-à-dire des corps laissés comme ça, parce qu'il y en a eu plusieurs corps de lumière qui se sont fabriqués, mais qu'on n'a pas, donc la tradition n'a pas... La tradition n'a pas parlé. N'a pas parlé énormément, c'est ça, oui, il faut fouiller réellement profond pour aller les trouver. Mais est-ce que c'est nécessaire, justement,
vu qu'on est sur le point que... Pas pour nous autres, pas pour nous autres. Non, mais est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait un leg de par individu à individu pour qu'un corps de lumière soit formé? Si on prend par exemple, parce que où on peut retrouver ces informations-là, c'est à travers les sociétés secrètes surtout. Et celles qui ont été engendrées par Lazare, seulement. Les autres? Le Ku Klux Klan, tu ne trouveras rien là-dedans. C'est la plus grande société secrète actuellement vivante sur la planète Terre. C'est l'une des plus puissantes, l'une des plus secrètes. Il y a tellement de sénateurs et de présidents qui en ont fait partie, personne ne le sait. Mais c'est une société secrète géniale. Mais elle n'a pas été conçue par Lazare et tu ne trouveras jamais aucune tradition de ce genre là-dedans. Dans la franc-maçonnerie, oui. Dans les Rose-Croix, oui. Dans d'autres sociétés secrètes qui proviennent surtout de l'Europe, oui. Mais pas dans les sociétés secrètes comme le Ku Klux Klan, comme les assassins, comme les castrateurs de Russie, non. Non, pas dans ceux-là. Je ne faisais pas référence à ceux-là non plus. Ça va être plus précis. Maintenant, je voudrais juste revenir, Daniel, là-dessus. Lorsqu'il y a legs de corps de lumière en corps de lumière... Il n'y a pas legs de corps de lumière en corps de lumière. Le terme est inexact. Le corps de lumière reste là, il lâche un corps physique et il se spiritualise, donc il se moroncialise et il disparaît donc de la vision de l'individu. Jusqu'au jour où un corps physique n'est pas suffisamment convenable, mais un corps jeune. Alors le corps de lumière va commencer à se stabiliser à l'intérieur de ce corps jeune, le réénergiser, et il va terminer il va réparer premièrement les erreurs biologiques qu'il y a dedans par sa structure lumineuse, donc par la structure éthérique, et par la suite il va développer le corps à une vitesse plus rapide que la vitesse courante, et il va l'habiter en tant qu'adulte, et maintenant cet adulte-là sera un être humain qui transpirera ce qu'il habite. Mais il y a eu autre corps de lumière que celui qui est parti du Nazaréen. Oui, mais ce sont des corps éthériques. Il y en a eu d'autres. OK. J'arrive à la deuxième partie de cette question. Est-ce que ceux qui ont fait le choix de l'homme nouveau dans le passé et qui n'existent pas dans notre monde, comme le Nazaréen et les autres sur Bételgeuse ou quelle étoile, sont limités à 300 000 km à la seconde? Bon, le Nazaréen lui-même n'existe plus en tant que quantité christique humaine. Michael n'est plus limité à 300 000 km à la seconde. Est-ce que ceux qui ont fait le choix de l'homme nouveau dans le passé et qui n'existent pas dans notre monde, comme le Nazaréen et autres, tous ceux qui ont fait le choix de l'homme nouveau dans le passé existent encore dans ce monde aujourd'hui? Le Nazaréen, lui, il n'a pas fait le choix de l'homme nouveau, il a fait le choix de Dieu, c'est pas pareil. Qui était nouveau quand même à ce moment-là. Non, c'est un choix de Dieu. C'est pas un choix d'homme nouveau, c'est pas un choix de surhomme, c'est un choix de Dieu. Et ça, l'humain ne peut pas faire un choix de Dieu si l'humain n'est pas appelé à faire un choix de Dieu, chaque étape en passant. À 12 ans, il a fait le choix de l'homme nouveau, disons. Bon, puis après ça, à 18 ans, il a fait le choix de Dieu dans le ciel, puis à 22 ans, il a fait le choix de Dieu dans les cieux, puis à 32 ans, il a fait le choix de sacrer son camp. Ouais, ça, ce sont des choix qui étaient involontaires, c'est-à-dire volontaires ou involontaires. Il n'y avait pas le choix de le faire. Il faut faire attention. Ce sont des choix qui sont involontairement volontaires. Du point de vue de l'homme et volontairement involontaires du point de vue cosmique. Comment s'opère le transfert entre les trois omnis et la création? Comment peut-il être impossible à la conscience de l'homme de sortir alors qu'elle est en vie? Il y a sûrement une porte. Une porte. Comment s'opère le transfert entre les trois omnis et la création? Non, on ne parle... Ce sont des schémas de conscience. C'est parce qu'on essaie de comprendre le phénomène à partir de ce qu'on voit dans la matière. Il n'y a aucune relation réelle entre les omnis, qui sont certaines créationnelles, d'autres extra-créationnelles, et le système de l'homme. Par contre, on peut voir l'expression d'un omni dans le monde de l'homme. La relation, elle est mémorielle. Comment peut-il être impossible à la conscience de l'homme de sortir alors qu'il est... Voyez-vous, l'homme, impossible à la conscience de l'homme de sortir, c'est très, très, très simple, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que la conscience de l'homme, elle est limitée, totalement limitée. La conscience de l'homme, elle fait référence à un cerveau. Le cerveau est limité. La conscience de l'homme, du point de vue supramental, fera référence à une nébuleuse supramentale, donc qu'on appelle le troisième cerveau. Mais c'est aussi de la structure qui est limitée par la gestion de d'écoulement de la vitesse, donc par 300 000 km à la seconde. C'est limité.
La conscience de l'homme, la conscience astrale de l'homme peut bien vouloir sortir plus haut que ça, pouvoir imaginer des choses, ça ne marche pas. L'homme, par contre, devra ne plus être un homme, c'est pas compliqué. On ne devra plus être un humain. C'est pas en se suicidant, on devient un mort qui redevient un humain. C'est pas comme ça. Mais l'être humain devra ne plus être un être humain. Donc, il devra évidemment finir par comprendre qu'il n'est pas un corps, qu'il vit un corps, qu'il habite dans un corps, qu'il n'est pas une âme, que l'âme est un virus, un parasite qui habite la conscience de l'homme, qu'il est une conscience qui a besoin de certaines choses et le limite est là. L'homme n'est pas un terrien, l'homme n'est pas une créature. C'est sûr que la conscience de l'homme n'est pas cela. Si on regarde simplement le véhicule corporel d'un homme, c'est une créature. La conscience astrale de l'homme, c'est une créature du temps. Mais la conscience instantanée de l'homme, c'est une créature qui n'est pas une créature, ça n'existe pas. La conscience, parce qu'il y a un ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée est le seul phénomène qui peut parvenir à traverser les schémas de toutes les sphères, donc partir d'une constitution divine omni, traverser toutes les sphères inférieures et arriver jusqu'à la conscience de l'homme par le biais de la voie supramentale. L'ajusteur de pensée est la réplique la plus conforme de la structure divine, sauf que l'ajusteur de pensée n'a pas la conscience de l'homme. L'ajusteur de pensée est un conscientiseur sans conscience. Alors, lorsqu'il touche l'homme, il peut donner à l'homme la conscience du plan le plus proche, du plan supramental. Il peut donner à l'homme la possibilité d'avoir un accès au plan bouddhique, d'avoir un accès au plan divin. Mais l'homme n'est pas la sphère au complet au niveau de la création. Il ne sert à rien de penser que la conscience d'un homme pourra devenir une conscience divine. Si l'homme est l'homme, il n'est que l'homme. C'est simple. Si l'homme devient un surhomme, il n'est qu'un surhomme. C'est simple. Si l'homme veut aller chercher d'autres sphères, il ne peut pas. Par contre, lorsque l'homme accepte de mourir, mais totalement, mais quand je parle de totalement, je ne veux pas dire tuer le corps physique. Tuer le corps physique, c'est pas mourir totalement, on va dans le monde de la mort. Il faut qu'on accepte que l'anti-homme disparaisse, que l'homme disparaisse, que la mémoire disparaisse, que l'astral disparaisse, que l'ego disparaisse, que le mental disparaisse, que le supramental disparaisse, que le corps physique disparaisse, que le vital disparaisse. Pour qu'on puisse accepter que tout cela disparaisse, il faut qu'on ait le contrôle de ces sphères. On peut accepter que le corps physique disparaisse, c'est simple, je me tue, flore. Maintenant, tue ton âme. Présentement, le seul corps que tu contrôles, si tu veux le contrôler, il y a peine, par une structure très manipulée du plan astral, c'est le corps physique. On ne contrôle même pas son corps vital. On est fatigué, on a besoin de manger, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Alors, on ne peut pas parler présentement de vouloir fuir, il n'y a rien à faire. Lucifer a essayé, il était implanté dans un corps de matière, il a tué le corps de matière, il a gagné le monde de la mort. C'est fini là. L'être humain doit commencer par digérer le monde de la mort, alors là, il le contrôlera. Et cela va faire partie des 400 prochaines années d'évolution de l'humanité. Par la suite, l'être humain devra digérer le plan mental et transposer la structure mentale de son système cérébral par une logifération ou un assujettissement engendré par le troisième cerveau, le cerveau éthérique. Lorsque l'être humain arrive, et je ne parle pas de l'homme, je ne parle pas de l'animal humain, celui qui vit entre pauvres, je parle de l'être humain. Lorsque l'être humain ou l'homme nouveau ou le surhomme, ou etc., arrive à cette sphère où il est maintenant capable de tout contrôler, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de manger, il n'a plus besoin de se déplacer parce que les choses se déplacent vers lui-même. Il courbe le temps et l'espace selon ce qu'il a besoin, non pas selon sa volonté, mais selon ce qu'il a besoin. Eh bien, l'homme rendu à ce niveau-là, certains humains vont avoir la faculté du choix d'arriver à engendrer suffisamment d'énergie chez eux pour pouvoir s'appuyer sur le monde universel créé en arrière d'eux autres et éclater dans les mondes super universels. Et ce n'est pas qu'une question de conscience. La conscience de l'homme, elle est limitée à l'homme. Ce que tu viens d'expliquer, Daniel... Ça mérite un verre d'eau. Absolument. Prends-en 2 gorgées. Ce que tu viens d'expliquer serait beaucoup plus facile à comprendre par l'homme s'il était venu au monde dans ce corps physique avec les mémoires antérieures du monde de la mort et des autres. Il est venu dans ce monde, dans ce corps physique, avec les mémoires antérieures. OK, sans y avoir accès. Il y a accès. La seule problématique, c'est qu'il n'arrive pas à les gérer. L'homme se rappelle de son passé, l'homme se rappelle de ses vies antérieures. L'homme n'y croit pas et l'homme n'arrive pas à les gérer, c'est tout. Ton corps physique est tributaire de l'évolution génétique depuis des milliers d'années. Oui, absolument. Ah, ça, on le sait bon. Oui, mais ta structure psychologique aussi. Oui, mais qu'est-ce que c'est que j'ai fait dans une vie antérieure? Je peux pas te le dérouler comme ça facilement, peut-être comme je t'ai parlé du film que j'ai vu hier soir. Et veux-tu savoir pourquoi tu ne peux pas le dire? Premièrement, on sait que tu es fusionné à d'autres mémoires, mais même là, tu pourrais retracer les mémoires quand même. La seule problématique, c'est que ce que tu as fait est déterminant de ce que tout l'extérieur a fait. C'est un événement qui est cosmique, qui est planétaire. Oui. Toi, tu n'as en mémoire que l'événement toi. Tu n'as pas l'événement des autres, qui ne se réincarne pas chez toi. Donc, tu te ramasses en Mongolie ou avec Gengis Khan, et puis là, tu viens pour faire la guerre, puis vous êtes deux. Là, tu te dis,
Ça n'a pas d'allure. C'est de l'imagination. Non, tu n'as pas dans ta mémoire la vie de tous ceux qui ont vécu sur la planète en même temps que toi. Donc, tu ne peux pas arriver à gérer ta mémoire convenablement. Moi, je sais que je suis dans le passé, je peux le retracer au complet. Mais si tu me dis un tel était-tu là, je ne sais pas. Et pourtant, si tu es capable de savoir que tu étais là, tu devrais pouvoir voir les autres. Il n'est pas réincarné dans moi, il n'est pas du même faisceau amique que moi. Je n'ai aucune idée s'il était là. Mais tu vois du monde. Ah ben oui, je vois du monde. C'était qui? Je ne le sais pas. C'est des corps vides. Sauf qu'un tel, je le reconnais. Mais celui-là, on est reliés amiquement ensemble. Il y a une partie de lui qui est réincarnée chez moi, il y a une partie de ce que j'ai vécu là qui est réincarnée chez lui. S'il se rappelle de moi. Si moi je m'en rappelle, il ne s'en rappelle pas. C'est qu'il y a une partie de la mémoire expérientielle de ce véhicule-là, de ce corps-là, qui est réincarné chez moi un peu, et il n'y en a pas de celui qui, dans cette époque-là, le regarde, qui est réincarné chez lui actuellement. L'être humain a tout en lui, son passé, toutes les humanités sont dans l'homme actuellement. Mais on n'y a pas accès. On y a accès, mais on n'arrive pas à le gérer. Accès consciemment. On y a accès consciemment, mais on le gère. À 3 ans, tu n'as pas accès à toutes ces choses. Mais oui! Tu as vécu. Tu as accès à ton père, ta mère, la télévision, le chien, l'automobile. Tu as accès à ce que c'est que tu vois de tes yeux. Non, tu as accès à tout ça. La seule affaire qu'il y a, c'est que tu ne crois pas à ce que tu as accès. Le monde que tu as vu quand tu avais 2 ans, compte-nous-les. Tu ne pourras pas nous dire, ben, il y avait un automobile. Tu ne peux pas le dire, tu ne connais pas le mot. Tu vas décrire le monde, tes parents vont dire, ben voyons, non, c'était pas ça pantoute. Mais tes parents, est-ce qu'ils ont vu le monde par tes yeux, par ton système endocrinien, ton système neuronique, puis comme tu étais là? Avant de venir dans ce corps physique, Daniel, j'étais dans le monde de la mort. OK. Je n'ai pas accès à savoir totalement ce que j'avais accès à ce moment-là. Oui. Qu'est-ce que tu penses que tu avais accès de plus dans le monde de la mort que tu n'as pas accès présentement? Tu parles avec un médium, tu lui demandes quelle heure il est, puis il ne sait même pas. L'être humain pense que dans le monde de la mort, il avait une conscience plus volumétrique que celle qu'il a dans le plan de la vie. J'ai pas dit plus volumétrique. Bon, mais tu avais accès à plus de données. Absolument pas. Dans le monde de la mort, les gens n'ont pas accès à aucune donnée. Dans le monde de la mort, les gens ils se désagrègent, ils perdent leur conscience. Il y a perdre, oui, mais c'est justement, c'est ça que je veux dire. Tout ce que tu énumérais tantôt, si on n'avait pas perdu la conscience, on aurait eu plus de facilité à comprendre tout ça. Non, parce que quand tu réincarnes, tu réintègres ces consciences-là. Les mémoires qui sont chez toi sont des mémoires qui ont été séparées de certaines choses. Je vais te donner un exemple. Tout ce que tu as vécu présentement dans cette vie-ci est aussi nébuleux que ce que tu as vécu dans les vies antérieures. Par contre, tu vas dire, oui, mais il y a des choses que je me rappelle plus, c'est faux. Tu pourrais me conter les mêmes histoires au niveau de tes vies antérieures. Mais il y a des choses dans cette vie-ci que je ne te rappelle pas pantoute. Ces parties-là qui vont être séparées de toi dans le monde de la mort. Tu t'en rappelles pas de ton vivant. Tu t'en rappelleras pas quand tu vas être mort, tu t'en rappelleras pas quand tu vas te réincarner. Ils t'appartiennent pas. Ces parties-là vont se rappeler de ces parties-là, mais ils ne se rappelleront pas de toi. Tout. L'être humain a accès au son monde de la mort, il est la réincarnation du monde de la mort. En plus, il est en contact par un canal réincarnationnel 24 heures sur 24 avec des mécanicités qui se réincarnent. Sauf qu'on ne peut pas les gérer, on n'y croit pas. Présentement, moi, je peux dire, il y a du monde ici. Parce que mes yeux physiques vibrent ce phénomène-là et que l'information arrive d'une façon où mon ego a appris à se sécuriser par l'information qui arrive par là. Mais quand tu dis, bon, ben tiens, j'étais quoi? J'étais Louis XV. Tu as essayé de décrire la salle de Louis XV. Commence à essayer de décrire. C'est peut-être de même que tu l'as vu aussi. Oui, mais il y a la fenêtre, là, je n'ai pas parlé. Et elle ne fait pas partie de la mémoire qui s'est réincarnée. Du tout. Et quand tu étais vivant, tu n'avais pas accès à ça non plus. Je te pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans le coin de la salle derrière toi? Peut-être ça fait partie de ta mémoire, peut-être que pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des chaises bleues, il y a oui. De spécial. De très jolies dames de dans les spécial. premières rangées. De spécial. il y a un gros haut-parleur dans le coin avec un écran. Voilà, un gros haut-parleur dans le coin avec un écran, c'est pas pire. Au moins, ça fait partie de ta mémoire. Puis, je peux te poser d'autres questions de choses, à un moment donné, que tu ne feras pas partie de ta mémoire. Ah ben oui, absolument. Puis quand tu te réincarner dans ta prochaine vie, tu vas dire, oui, mais je me rappelle pas. C'est pour la conscience de ça, c'est pour en arriver à comprendre les choses, Daniel. Oui, je comprends, mais l'être humain a accès à ce que tu expliques là, à l'âge de 7-8 ans, aujourd'hui, je peux faire signe oui de la tête, mais à 10 ans, pas à 12 ans, si personne ne m'avait parlé comme ça, j'aurais jamais pu imaginer ça. Je pense qu'on est tous pareils. Ça ne change rien que tu avais accès à ça. Non, mais si on avait accès à tout ce qui s'est passé dans
dans le passé, comme les initiés, lorsqu'ils quittent le corps physique, ont accès dans certains cas. Les initiés! Quelle est leur différence avec nous, Daniel, si ce n'est pas 80% des initiés ont inventé le passé qu'ils ont parlé. Et ça ne change rien au passé réel. Non, absolument. On peut inventer comme on voudra. La fumisterie dans le monde de la mort, il y en a en masse, que je ne change absolument rien. 20% des initiés avaient accès aux annales akashiques, mais eux avaient simplement appris à lire, puis ils avaient accès aux mêmes bibliothèques que toi. OK. C'est pas ceux-là que je parle, moi. Bon, ben donne-moi donc des noms. Je parle de ceux qui quittent ce monde et qui vont pas dans le monde de la mort. Tu sais qu'il n'y en a pas bien gros. On a compté bien des histoires sur ces personnages. Il y en a plusieurs qui s'en viennent. Oui, il y en a plusieurs qui s'en viennent, Il y a effectivement des anciens du Flamorociel qui s'incarnent. Mais ce sont des enfants. Mais ça facilite la compréhension de l'évolution de l'homme. Non. Ça catalyse l'évolution de l'homme. Catalyse. Là, il faut qu'on fasse attention à notre langage d'oiseau. Oui. OK. On va passer à la prochaine question. Elle est plus claire. Si la frontière est thermique, y a-t-il moyen pour la conscience de récupérer cette énergie thermique pour sortir d'où elle est entrée? C'est ce qu'elle va faire lorsqu'elle va exploser avec. Peut-on parler d'omnicentre? L'extra-création est-elle... Oui, on peut parler d'omnicentre. Mais parle-en. Un centre qui se trouve partout. Partout. Alors, on peut parler d'omnicentre, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure, c'est en plein ça. Ton centre source est un omnicentre. C'est ça, la source. Qui est à côté de l'oreille gauche de chaque individu. Oui. Tantôt, j'ai vu quelqu'un, j'étais sur le côté de l'oreille droite. Ah, ben, c'est pas parce qu'il y en a qui ont le cœur à l'opposé. L'extra-création est-elle infinie et quand on dépasse le bout, on reste dedans? Ce n'est pas la création réelle, c'est notre univers. Je le précise un peu plus aujourd'hui. Peut-on sortir de l'extra-création ou... Nous ne pouvons pas en sortir. Nous pouvons être sortis, mais nous ne pouvons pas en sortir. Ou si en y sortait, on en rentre à nouveau? Quand l'être humain ne peut pas en sortir. Donc, lorsqu'il en sort, il rentre, donc il ne sort pas, il est toujours dedans. L'être humain. Puis encore là, ça se limite à son univers. Lorsque l'être humain parvient à devenir un dieu, donc à éclater du point de vue de la sphère universelle et sortir au niveau à l'extérieur de l'univers, entre les univers, donc dans un super univers, l'être humain est maintenant plus un être humain, c'est devenu un dieu. Et l'être humain, le dieu, ne peut pas dire « un jour je fus humain ». Ça n'existe pas pour lui. Il n'a jamais été humain. Il est Dieu. Ces humains-là n'ont jamais existé. Il est Dieu. Il ne peut pas se rappeler, il ne connaît rien du monde de l'homme. Il ne connaît rien du monde de l'homme. Alors, il ne paramètre pas l'homme, il paramètre une cellule qui s'appelle un univers, puis pour lui, c'est un problème qui est différent. Il ne connaît pas l'homme, il ne sait même pas que ça existe. Mais ce fut un homme. Il n'y a pas la mémoire de ce... Il n'y a pas de mémoire. Mais il n'y a pas besoin d'avoir de mémoire, parce que lorsqu'il y a des choses qui ont à se faire, ben, il y a des hiérarchies inférieures, puis la membrane thermique, et puis finalement des hiérarchies inférieures à l'intérieur qui vont accomplir les choses. Lui, il n'a aucune idée que l'homme existe. Le niveau vibratoire serait trop élevé. Oui, il y a une divinité une divinité au-delà de l'univers qui aurait conscience que vous êtes tous là aujourd'hui, qui a des humains sur une planète Terre. Ça serait la première à tout massacrer les structures même temporelles pour mieux libérer l'homme de là. Ça ne le fait pas. Ça a le pouvoir de le faire. Ça ne le fait pas parce que ça ne le sait pas que l'homme est là. Ce super humain dont tu parles... Non, ce Dieu, ça n'a rien à voir avec un humain. Qui devient Dieu. Qui ne devient pas Dieu, ce Dieu. Ce Dieu. Quelle est sa relation avec les omnis? Il est omni. Il a accès à toutes les structures évolutrices qui peuvent l'amener à être omnipotent, omniscient et omniprésent. On dirait qu'il a accès à savoir ce qui se passe sur la planète, s'il veut. Il a accès à savoir ce qui se passe sur la planète, mais pas de la même façon que l'être humain voit la chose. Il ne connaît pas l'homme. Vibratoirement. Il ne connaît pas l'homme. L'homme, c'est de l'illusion. Il n'a pas accès à de l'illusion. C'est une omniscience. C'est comme je te dirais, comment faire pour préserver la prune? Et moi, je te réponds, qu'est-ce que je fous avec la prune? Je réponds pas à ta question. Mais ta question, elle n'existe pas. Elle n'a aucune substance. Une substance au niveau de l'illusion. Donc, le phénomène divin ne peut pas venir. L'homme prie que l'homme souffre. Dieu ne sait pas que l'homme souffre. Elle n'a aucune idée, ça n'a aucune substance pour lui, souffrance. C'est comme un morceau de musique. Ce Dieu dont tu parles, lorsqu'il est devenu Dieu, tantôt on parlait des omnis, si
il applique une omnipotence, à ce moment-là, il change l'omniscience? Non. S'il applique une omnipotence, il change l'omniscience. S'il applique une omnipotence avec son omniscience, l'omniscience, c'est la science de tout. Donc, il ne change pas l'omniscience. Par contre, il change la science limitée de ceux qui n'ont pas l'omniscience. L'omniscience n'étant pas mémorielle, tout changement n'existe pas. Parce que je bouge ma main, mais tu ne te rappelles pas où elle était. Finalement, est-ce qu'elle va toujours fixe? Elle a toujours été là. Mais tu ne peux pas dire qu'elle s'est déplacée. Dans un phénomène instantané, il n'y a pas de changement. Tout peut ne jamais être pareil. Personne ne le saura jamais. C'est un éternel nouveau. De toute manière. Quand c'est fixe, c'est 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ça ne change rien. C'est de l'instantané. Ça n'a rien à voir avec ce que l'homme prévoit, avec ce que l'homme conscient. Alors, on fait une petite pause question.